Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe, l'émission qui ne s'arrête même pas l'été. Je l'ai dit la dernière fois, je le répète, parce que quand j'ai une blague, je la conserve. Bonjour Claude. Bonjour Daniel. Enchanté. Enchanté. Oh, hein, c'est toujours pareil, on se connaît déjà un peu, mais enfin, voilà quoi. Alors, vous ne connaissez pas Claude, mais vous allez apprendre à le connaître. Claude est un écrivain. Un type qui écrit, oui, tout à fait. Voilà. Tu acceptes le qualificatif? J'aime pas trop les grands mots parce que je suis un fils de prolétaire et du coup je suis un type qui écrit, qui veut se faire connaître, qui a commencé à se faire connaître, mais voilà, un type qui écrit. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile, tu sais, d'avoir une dénomination auquel on s'attache et c'est toujours un peu solennel, écrivain, ça engage beaucoup de choses. Ça fait très pétant surtout. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est vrai qu'on pourrait dire que tu es plutôt nouvelliste que romancier. J'ai écrit 5 romans. Ah oui? Oui, parce que en fait j'ai beaucoup écrit, j'ai 100 velléités en fait d'édition et j'ai commencé à me faire publier il y a que 3 ans seulement, mais j'écris depuis plus de 15 ans. Donc j'ai écrit des romans. Voilà. Je savais pas ça. Et est-ce que ces romans-là, tu considères qu'ils étaient un peu immatures ou tu penses éventuellement un jour les ressortir en les retravaillant? Si, je compte tout sortir. Enfin, idéalement, oui, je les retravaille encore. C'est pour moi, c'est toujours un work in progress. D'accord. Oui, si. Ouais, c'est pareil, tu sais, quand... Ah non, c'est pas que de la merde. J'en suis assez fier. Non, mais tu sais, en général, on arrive un peu à notre maturité vers 25-26 ans. Et des fois, quand on a écrit des choses un peu antérieures, à 23 ans, après, quand on les voit, on se sent un peu idiot ou on veut les retravailler. C'est un peu idiot. J'ai un bouquin qui s'appelle Le Prince et son Prince, qui est l'ouvrage de l'immaturité absolue, qui parle des 20 ans et de certaines tendances qu'on peut avoir quand on est jeune, sensuelles, on va dire. Mais justement, ça représente les 20 ans et je me dis que ça peut toucher un public de gamins. Ça montre le cheminement finalement intellectuel vers... Tout à fait. Oui. Alors, première question, normalement c'est celle qu'il faudrait poser à tout écrivain. Claude Marion est-il ton vrai nom? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, c'est marrant parce que je crois que dans la dissidence, je suis le seul idiot qui œuvre avec son vrai nom et son vrai prénom. Oui, ça c'est pas bien de faire ça. Oui, c'est pas bien, c'est une erreur stratégique. Mais alors, le choix du pseudo, c'est un choix de raison ou c'est un choix un peu lyrique de... Non, c'est raison. J'ai voulu toujours faire une grosse séparation en fait entre ce que je faisais dans l'écriture et ma vie sociale. C'était même pour le travail, par exemple. Si demain je cherche un boulot, ce qui peut m'arriver, j'ai pas envie qu'on tape mon nom sur Google et qu'on voit ce que je publie, parce que ce que je publie, ça pourrait me porter préjudice. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que comme j'ai pas vraiment enquêté sur lui, en réalité, je l'appelle Claude, mais je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est très bien, je connais pas ton vrai prénom. C'est faux, il m'a laissé un message répondeur, donc il en donne. Ah, et ben j'ai déjà oublié. Parce qu'en fait, sur ton répondeur, tu le dis ton prénom, et donc du coup, je l'ai dit à la suite. C'est Germain. Germain Nouveau. Voilà. Alors, donc on a dit que tu étais écrivain. Comment tu te présenterais en tant qu'auteur? Est-ce que tu acceptes le qualificatif anarchiste de droite nationale ou est-ce que tu préfères catho? Quel est ton étiquette? On m'a souvent traité d'anarchiste de droite. Je trouve que l'étiquette, je suis pas contre. Après catholique, oui, parce que le cheminement spirituel est évident pour moi. Et sinon, je me considère comme écrivain prolétaire. C'est mon origine prolétaire, parce que dans la littérature, ça a toujours été un système de bourgeois très clos, en fin de compte. Au XIXe siècle, c'était tous les auteurs qu'on connaît, Baudelaire, Maupassant, Flaubert, étaient tous des bourgeois. Aujourd'hui, ça continue. Et je pense que la nouveauté de la littérature, on va dire, du XXIe siècle, ça va être l'apparition d'une littérature vraiment prolétaire. Ça qui vient un petit peu des sous-classes. Et moi, je suis fils de prolétaire. Mon père a travaillé à l'usine, puis ensuite a créé sa PME. Ma mère était aide-ménagère. Donc, et ça, je trouve ça important, parce que je m'adresse aussi à des prolétaires, c'est-à-dire à des gens qui sont comme moi. D'accord. Et ça, c'est important. Oui, j'ai jamais entendu ça, finalement, écrivain prolétaire, c'est ton origine sociale, donc finalement c'est ce que tu es, ça te définit. Voilà. Et aujourd'hui la littérature, si tu regardes la plupart des auteurs publiés, de Florian Zeller à Nicolas Rey, ce sont tous des petits-fils de bourgeois, peut-être moins Nicolas Rey. Bon, enfin voilà, sur 100 bouquins qui sortent, 90 ou 95 déjà viennent de Paris, de la petite couronne, et on est pourri par ça. Là, c'est vrai, c'est un peu pareil pour le cinéma, t'as l'impression qu'il n'y a que des histoires au niveau narratif, toute la vie française se passe à Paris. Voilà, et dans tous les romans contemporains, les héros sont travaillent toujours dans le milieu culturel, ont toujours une vie plutôt oisive, ils ont toujours des amis homosexuels, ils vont en vacances à Los Angeles, et c'est toujours ça. Quoi. Et moi, moi j'ai envie de raconter tout sauf ça, j'ai envie de raconter la vraie vie. Quoi. Tu n'as pas tort, y compris dans les comédies. En fait, avec un ami, pareil, qui est prolo, parce que moi aussi, mes parents n'ont jamais eu d'argent, donc on appartient à la même race sociale, on va dire. On peut expliquer nos idées. Ah oui, aussi, oui, bien sûr. Finalement, le fond social, ça explique beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, oui, sur les comédies, on a remarqué qu'on riait moins aux films d'aujourd'hui, parce que ça mettait souvent en scène des bourgeois.
Tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, au-delà de l'aspect ethnique. Oui, c'est très. C'est des histoires petite finalement. Bourgeoisie qui se fait casser les dents d'ailleurs, qui se fait humilier aussi. Hein. Oui. Oui, puis même les étrangers qu'il y a dans le film, finalement. Alors c'est des bourgeois qui se foutent de la gueule des prolétaires, camping. Ah, exactement, c'est toujours un peu le même. Des multimillionnaires qui passent leur temps à se moquer des petites gens, et les petites gens qui font applaudir ça. Et les Français payent pour se faire humilier, quoi. Ils payent pour se faire humilier, tout à fait. Alors, je t'invite en ta qualité d'écrivain, mais on va d'abord... Ah oui, oulala oulala. C'est d'abord Daniel Conversano, paraît-il, qui est très serviable. Non, mais c'est très bien, je te remercie. Ah, c'est bien, mais non, mes invités participent à la réussite de l'émission, quoi. Non, mais j'ai lu ça dans les commentaires, moi. Ah oui, un mec a dit t'es mal poli, tu ne sers pas tes invités. T'étais très poli, que tu n'oubliais jamais de servir et tout ça. Bon, bah là, j'ai oublié, je suis méchant. Alors, écoute, c'est parti, on est sur du rouge, là, ce que je vois. Je sais même pas ce que je... C'est mieux qu'avec Jérôme Bourbon. J'ai vu avec Jérôme Bourbon, c'était une canette de vin blanc. Alors là, les gens se sont insurgés. Moi, tu te rends compte, Jérôme Bourbon qui est Bourbon, plus fin gastronome, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui. Les gens m'ont dit si t'invites de l'Esquin, tu vas lui offrir du coca, c'est ça, quoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi de l'Esquin serait un bon invité, ça. Ah oui, bon, bah, on va voir, on y travaille à l'invitation de l'Esquin. Tu peux également nous prouver que tu es un bon français en mangeant une petite tranche de saucisson, hein, ça s'accompagne également, quoi. J'ai vu que t'avais enlevé la peau, c'est très bien. Oui. J'en ai parlé avec ma copine, je me dis, je sais pas si c'est bien couper le saucisson si on enlève la peau. Parfois j'oublie. Bon, parenthèse gastronomique terminée. Avant de parler de tes écrits eux-mêmes, je voulais un peu qu'on parle de ton parcours, on va dire psychologique et intellectuel, comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu as connu l'université et est-ce que c'est là que s'est forgée ta culture livresque ou bien ailleurs? Et est-ce que tu peux nous parler, si tu as connu l'université, de l'esprit qui flotte un peu à la fac? L'université, j'ai une licence de lettres. Or, je me suis intéressé à la littérature bien avant. D'ailleurs, j'ai fait une licence de lettres essentiellement pour avoir du temps, libérer du temps pour écrire. Ça, en fait, c'était un pis-aller, quoi. Maman, papa, je fais des études, et en fait, j'allais très peu en cours, et c'était pour écrire. Moi, ma découverte, ça a été... alors, je vais paraître très prétentieux, très pédant. Je suis quelqu'un qui est nourri par la curiosité philosophique, c'est-à-dire le questionnement philosophique. C'est-à-dire la phrase de Spinoza, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Je suis un mystique, en fin de compte, et depuis que j'ai 14-15 ans, je suis toujours étonné de vivre, d'exister. Donc ma démarche est avant tout mystique. J'ai commencé à lire beaucoup d'ésotérisme, des choses sur la magie, des choses sur l'alchimie, après sur le bouddhisme, ensuite je suis tombé sur le christianisme et tout ça, donc moi je suis catholique, voilà. Mais cette boulimie en fait, de connaissances m'a amené à me passionner après pour la littérature. Donc d'abord les poètes, donc Rimbaud, qui était mon dieu, le dieu de mon adolescence, on va dire. Verlaine, que je considère aujourd'hui comme le plus grand des poètes. Oui, c'est... Attends, Verlaine a un petit peu doublé Rimbaud, quoi. Mais du coup j'ai lu aussi des romans, mais alors des centaines de romans, enfin j'étais vraiment un boulimique de connaissances dans tous les domaines. Et tout le temps par ce que j'appelle l'étonnement philosophique, ce qu'Aristote appelait l'étonnement philosophique, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Et c'est vraiment ce qui me... Je sais pas si c'est une maladie mentale, je pense qu'on est plusieurs à la partager, quoi, l'étonnement philosophique, voilà. C'est toujours cet étonnement, pourquoi je suis, pourquoi j'existe, pourquoi il y a de la matière, et je veux comprendre ça. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une grille de lecture, on va dire, dans le catholicisme, dans le christianisme. Oui, parce que finalement, ce que tu appelles, il faudrait définir un peu aux gens, expliquer aux gens ce que c'est l'étonnement philosophique, c'est quoi? C'est essayer de comprendre l'harmonie du monde. C'est se poser la question pourquoi je suis, simplement. Je suis vivant, j'ai un cerveau, j'ai une conscience, donc je peux me rendre compte de ça. C'est juste la surprise, on va dire, quotidienne d'être. Est-ce que toutes ces questions existentielles ne conduisent pas à une forme de déprime parfois? Oui, bien sûr que si. Oui, si, je suis... oui, voilà, ce questionnement-là, forcément, est lié à une certaine forme de pessimisme radical. Il va se flinguer à la fin de l'émission, c'est le clou. Restez avec nous, restez à 1h35, ça se peut passer à peu près, quoi. Voilà. Mais il y a une forme de... À l'origine, je suis drainé par un pessimisme très radical. D'accord. Et ce qui m'aide dans mon pessimisme, justement, c'est la foi chrétienne. D'accord, l'idéal du salut, la paix, la contemplation. Voilà, j'ai beaucoup été tenté par tu peux le dire. Par le retrait contemplatif, c'est devenir moine, c'est des questions qui sont posées à moi. D'accord. Et après, pour revenir à ta question sur la fac, donc 3 ans, ça a été 3 années de communisme. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, j'ai eu des profs qui étaient complètement caricaturaux, mais vraiment communistes, qui l'affichaient clairement. On peut dire que tu l'as fait dans quelle ville, ta fac? À Rennes. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Oui, bah là... avec des profs clairement, qui affichaient clairement leurs idées d'extrême gauche, qui ne voulaient pas entendre parler de Rebatté, de Brasilia, qui ne voulaient pas entendre parler de Céline. Et que, voilà. Donc les bons, c'était que Sartre et les communistes, et j'ai compris. Ça va de plus en plus loin, tu sais, moi j'avais fait fac de philo, et tu sais que maintenant on étudie même pratiquement plus Nietzsche, hein.
C'est-à-dire, on se dit, finalement, Oui, c'était peut-être un pseudo-précurseur du nazisme, alors du coup... C'est comme certains qui pensent que Heidegger n'est pas un bon philosophe. Oui, voilà. Heidegger se fait toujours détruire partout. Enfin, on regarde l'actualité Google régulièrement, il y a toujours des nouveaux articles sur Heidegger pour montrer à quel point c'est un fantoche, un petit penseur. En fait, il a été pris par erreur pour un grand penseur, tout ça, à cause de ses idées, quoi. J'imagine que la fac de philo, c'est encore pire que la fac de lettres, mais... Oui. Voilà. À l'exception de Finkielkraut, je pense pas que Finkielkraut soit anti-Heidegger, mais il m'a déjà semblé le voir dire des bonnes choses sur lui. Ah, c'est possible. Voilà, Finkielkraut a des qualités. Oui. Donc, comment dire, à la fac, moi j'ai eu une anecdote, fallait rendre 3 dissertations sur 3 auteurs qui étaient considérés comme des perdants, il fallait expliquer pourquoi. J'ai rendu 3 dissertations, donc une sur Rimbaud, une je sais plus... Enfin voilà. En gros, sur les 3 dissertations, j'ai eu les 2 meilleures notes de tout l'amphi. Et la 3e, j'ai eu 1. Ah, c'était sur Heidegger? Voilà, non, c'était sur Céline et Malculpa. Et j'ai expliqué pourquoi, parce que Céline était un gagnant, il est reconnu Céline, mais on pouvait pas traiter de ses... Et moi, toute ma dissertation, c'était de montrer que c'était avant tout une œuvre littéraire. Et j'ai été convoqué par le prof qui voulait aussi convoquer le directeur pour peut-être me virer de la faculté. À la fac, hein, ça s'est pas passé au collège. Normalement, c'est on va dire, un âge adulte où tu dois pouvoir exprimer librement. Et sur 3 dissertations, j'ai eu les 2 meilleures notes de l'amphi. Et la 3e, j'ai eu 1, et après convocation. Au début, il m'a mis une note éliminatoire, et il voulait me convoquer carrément devant le directeur, parce que pour avoir osé traiter d'un essai de Céline. Et rappelle-moi un truc, mea culpa, c'est le truc où il parle du communisme, c'est ça? C'est avec son médecin, oui, ça fait longtemps. Hein, je te parle, ça fait 10 ans. Ah, d'accord, ok. D'accord, putain, mais c'est fou. En fait, c'est des auteurs, tu n'as pas le droit de les citer, quoi. Non, et puis c'est incroyable. Enfin, le prof était choqué. Enfin, et puis c'est complètement absurde. J'ai eu 18, 17, 1. Oui. Mais est-ce que c'est mon travail qui est de la merde? Non, est-ce que c'est le sujet qui est interdit? Tu fais bien de le remarquer, c'est-à-dire qu'en gros, l'idéologie gauchiste assume très bien le fait que quelqu'un peut être intelligent dans un domaine et très con sur un autre. Voilà, c'est comme Céline, il a écrit des très bons romans et puis d'un coup il est devenu antisémite, donc nul, donc idiot. Ouais, tout à fait, c'est ça. Moi, ce que je disais, c'était mon premier argument. J'ai fait donc mon travail est bien là. En plus, j'avais traité de Rimbaud, c'était une provocation, parce que Rimbaud est un gagnant. Oui. Quelque part, il s'est fait reconnaître, mais moi, j'avais fait un truc sur une saison d'enfer pour montrer que Rimbaud était un perdant, en fait, parce que une saison d'enfer n'avait pas été compris. Oui. Et justement, parce que une saison d'enfer, c'est un ouvrage qui est très chrétien, en fin de compte. Et avec une université de gauche, on va dire, très athée, ils ont voulu en faire une sorte de révolutionnaire communiste, Rimbaud, ce qui n'est pas du tout le cas dans le personnage. Et voilà, donc est-ce que j'étais complètement stupide? Oui, donc voilà, en fait, ce qui était stupide, c'était le choix de mon sujet, et pourtant, Céline est un perdant, c'est-à-dire ses essais ont passé dans les poubelles, dans les enfers des bibliothèques, voilà. Mais moi, je voulais juste montrer que c'était une œuvre littéraire. C'était naïf de ta part, c'était de croire que tu vivais dans un monde libre. C'était très naïf. C'était bête. D'ailleurs, après, ils étaient très hypocrites, les professeurs, parce qu'ils m'encourageaient tous à faire un doctorat, ça a continué. Ah, d'accord. Et ils allaient me voir, et j'ai jamais su si c'était une blague. Si c'était de l'ironie pour se foutre de ma gueule ou si c'était réel, ils disaient bon, on a besoin de gens comme vous. Je déplaçais les lignes, soi-disant, parce que je mettais souvent Dieu et Jésus en avant. Ah oui, voilà, c'est une forme de cobaye en fait, étudiant. Voilà, on a parlé des confessions de Rousseau, mais je suis pas le premier à avoir écrit des confessions, c'est Saint-Augustin. Le prof m'a répondu non, Saint-Augustin, c'est de la théologie, c'est un bouquin, Saint-Augustin, ses confessions, c'est des confessions aussi, pourquoi on considère pas ça comme de littérature? Non, c'est pas de la littérature parce que c'est religieux. Et moi, j'ai jamais voulu faire cette dichotomie, cette distinction entre ce qui était religieux, l'essence religieuse, et la littérature. Mais ils m'ont toujours encouragé à continuer. D'accord. Et après, je me disais, mais c'est peut-être pour mieux casser après encore. Parce qu'après, quand on fait un doctorat, on a des maîtres, et puis peut-être que ce serait pour me massacrer à la fin. Voilà. Objet de souffrance, en fait, ils voulaient te... Oui, voilà. Quel vice. Puis, ça sert à rien, après, docteur en lettres, pour faire quoi? Pour être prof. Oui. Bah, à part si tu veux vraiment être prof, effectivement, ça sert pas grand-chose. Pas du tout. Alors, j'ai cru comprendre par ailleurs que tu étais un lecteur de Rivarol. Oui, comment tu sais ça? Parce que tu me l'as dit, tout simplement. Voilà, nous avons dialogué, il me semble. Et en fait, ça m'intéresse de savoir comment tu es tombé dessus. Est-ce que c'était à ton époque étudiante ou plus tard via Internet? Oui, j'étais étudiant, c'était à 6-7 ans, en faisant mes courses dans un petit supérieur à côté de chez moi. C'est complètement incroyable à Rennes. Et j'ai vu un journal comme ça, il y avait avec une publicité, la mafia juive. Donc, tu connais l'auteur. Et je savais que ça sentait le soufre. Quand je l'ai acheté, ça pue, je prends. Oui, voilà. Non, mais j'ai toujours été attiré par tout ce qui était dans le fromage qui schlingue. Allez, vas-y, serre-moi-en un peu. Et voilà. Et du coup, après, je suis pas un lecteur hyper régulier, mais voilà, c'est un journal indépendant. Moi, quand je lis, c'est pour me provoquer, quoi. D'accord. J'ai lu longtemps Marianne, des ouvrages,
la littérature très mainstream, quoi. Mais quand je lis, je préfère être provoqué, tout ça. En plus, je trouve que les mecs qui écrivent dedans ont un putain de style. Rebatté, un auteur que j'adore, a écrit chez Rivarol, quand même, faut le savoir. Et voilà. Et puis, des formulations que j'aime bien, enfin, c'est... Oui, Rissen dit souvent que Bourbon devrait écrire un bouquin, je suis assez d'accord avec lui, quoi. Oui, quand je l'ai vu, Bourbon, c'est ce que je lui ai dit aussi. Ouais. Après, toujours trouver du temps pour faire ça, évidemment, c'est compliqué, quoi. Ah oui, il a des super formules. Moi, j'ai écrit une nouvelle en repompant, donc c'est un petit peu du copier-coller, plein de phrases de Rivarol et tout ça, parce que j'aime bien, je trouvais ça très acide et tout. Oui, alors, en fait, j'avais 2 questions dans cette même question. C'est, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans la ligne Rivarol? Est-ce que tu te sens vraiment rivarolien? Et est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait une presse pour les jeunes aussi? On va dire pour la tranche 20-25. C'est une question qu'on m'a posée il y a fort longtemps, je me suis dit que j'allais te la poser à toi. Bah après, je pense que déjà Bourbon participe déjà à rajeunir le lectorat. Déjà, il est passé chez toi et c'est déjà... c'est vrai, je le remercie d'ailleurs. C'est des signes d'ouverture. Oui. Et je pense que au dernier banquet de Rivarol, il y avait beaucoup de jeunes aussi. Ça, il s'en est vanté et il avait raison. Après, Rivarolien, non, moi je suis beaucoup de chapelle. S'il y a une chapelle, après on pourra en parler, moi je suis plutôt proche de la ligne de Civitas, c'est dans des nationaux catholiques, voilà. Après Rivarol, pour moi c'est pas une ligne, Rivarol, enfin, il y a plusieurs types de personnes qui s'y expriment, enfin voilà. Mais non, c'est vraiment la curiosité, puis d'ailleurs c'est le seul hebdomadaire de national, on n'a pas trop le choix. Et puis, oui, exactement. Voilà, donc, il y a Présent aussi, je crois, maintenant. Ou Éléments, c'est ça? Voilà, mais des petits trucs comme ça, comme Causeur et tout, mais c'est pas le même niveau de radicalité, c'est sûr. Et puis de toute façon, pour répondre à cet internaute, je me permets de donner ma réponse. La vraie question, c'est est-ce que les jeunes lisent? Est-ce qu'un mec de 19 ans irait acheter une presse de droite nationale, quoi? Ou alors, il faudrait faire un magazine avec des photos. Avec exactement ce que j'allais dire, il faudrait beaucoup d'images. Hein. Oui, voilà. Oui, non, parce que Rivarol, c'est noir de mots. Voilà. C'est vrai que c'est de la littérature. Il faudrait un dessin. Ma copine, je me dis, tu devrais lire cet article et tout, quoi. Elle voit le journal, ça fait un journal à colorier, une espèce de jeu vidéo, en fait, quoi, qui t'explique qu'il faut voter Front National. C'est le défaut de Rivarol. Par contre, c'est sa qualité aussi. Il n'y a pas de pub. Non, c'est indépendant. C'est génial pour ça qu'on t'aime. Et même moi, je suis choqué. Enfin, sur des convictions, voilà, nation, catho, mais il y a toujours des articles, voilà. Mais voilà, ça me provoque. Et tout ce qui me provoque, c'est bon pour moi. Oui. Alors, une question qui va un peu dans le même courant. Cette expression est liée maintenant, j'ai l'impression, de manière éternelle à Soral. Mais puisque la culture a été confisquée par la gauche, il me semble essentiel d'arriver à créer une contre-culture. On va dire qui aura un impact sur la jeunesse française de demain. Est-ce que tu as des idées en ce sens? Et est-ce que la littérature est un bon vecteur? C'est une question que je me pose. Bien sûr, parce que pour l'instant la contre-culture essentiellement elle est sur internet et c'est essentiellement des publicistes qui s'expriment. Ça parle beaucoup de géopolitique, d'économie, mais il n'y a pas encore de réelle contre-culture, c'est-à-dire en termes de divertissement. Je vais mettre la littérature, même si c'est de l'art, pour moi ça reste du divertissement. Tout à fait, parce que c'est fictionnel. Voilà, donc il va falloir développer ça. Pour l'instant on vit, comme je disais tout à l'heure au bar, mais on vit une sorte d'âge d'or des youtubeurs et tout ça. Après il faudrait aussi qu'il y ait des mises en édition donc, de droite nationale, que je considère donc Ring, Retour aux sources et Contre-culture, voilà, mais qui publie essentiellement, encore une fois, que des ouvrages d'idées généraux, quoi. Et il faudrait en effet des éditeurs qui osent faire de la fiction, des nouvelles. Il faudrait même peut-être aussi faire de la musique. Enfin, pour créer une contre-culture totale, il faut créer une proposition totale, quoi. Et ça, pour l'instant, non, c'est pas encore le cas. Donc finalement, si je comprends bien ta réponse, c'est sortir du domaine purement intellectuel et aller aussi dans les arts, en fait. Bien sûr, c'est le vrai combat, il se mène là, parce que l'influence la plus fondamentale, elle est là. Moi, j'étais influencé par des romans, on est influencé par de la musique, par des musiciens, et voilà, l'influence, parce qu'en faisant en mettant en avant que des publicistes, on s'intéresse aux intellectuels. On parle qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui considèrent que c'est ce qui est noble de penser. D'ailleurs, Soral, c'est ce qu'il dit. Lui, il considère que ce qui est noble, c'est ça, c'est la pensée politique. Alors justement, t'as pas l'impression qu'il y a un esprit platonicien qui fait que je dirais jamais platonicien dans un sens négatif parce que j'adore Platon, mais enfin quand même chez Platon il y a un peu cette réserve vis-à-vis des arts esthétiques. Et j'ai l'impression que c'est un défaut de la droite d'aujourd'hui. Tu sais Je pense aussi, tu vois. Si, je suis complètement d'accord avec toi. On met trop en avant des penseurs économiques et on met pas assez en avant des artistes. Et c'est ce qu'il faut, quoi. Tu sais, moi j'ai eu mon petit parcours dans la littérature mainstream et quand on arrive à avoir certaines idées, moi on m'a donné, on va dire, la littérature, les éditeurs mainstream m'accordent certains talents, c'est-à-dire au niveau de la forme et tout ça.
J'ai eu beaucoup de promesses d'édition, j'ai publié dans beaucoup de revues, tout ça, mais il y a toujours un truc qui bloque au niveau du fond, parce qu'il y a toujours un fond chez moi réactionnaire. Je veux définir auteur prolétaire et réactionnaire. Et ça, le mot réactionnaire, pour moi, il est noble. La réaction, le ressentiment, quoi. Et mais ça bloque. C'est-à-dire, j'ai eu des réponses d'éditeurs, on va dire, connus, qui, oui, ça se lit très bien, mais on peut pas dire ça sur les attentats, mais on peut pas dire ça sur, Et donc, il faudrait des éditeurs, qui osent publier ça, tout simplement. Et je pense que ça se tirait, non seulement ça se tirait, je pense qu'il y aurait un public, et ça élargirait justement le public de la droite nationale. Oui, ce qui est sûr, c'est que là-dessus, je suis à fond... L'infoternet, un petit peu, faut aussi exactement, ça, Et quand on voit, par exemple, tu parlais de musique, de cinéma, de dessin même, on voit le succès d'un Marceau sur... le nombre de likes sur Facebook, c'est inimaginable, quoi. La jeunesse a soif de beauté, en fait, quoi. Oui, de beauté, et de vraie subversion aussi. Oui, voilà. On leur vend de la fausse subversion, en fait. Les femmes, c'est de la fausse subversion. Tout ça, l'art contemporain, c'est de la fausse subversion. Non, mais exactement, C'est-à-dire que de manière imprécise, en fait, les jeunes sentent que c'est pas vraiment de la rébellion, ils veulent aller vers la vraie, quoi. Oui, voilà, et puis la vraie rébellion, c'est où elle est. Enfin, c'est celle qui est condamnée aux tribunaux, c'est celle qui va contre le Guesso, c'est ça la vraie rébellion. Faut-il rappeler aux antifas, en fait, qu'ils ne vont jamais en prison pour leurs actes? Ah bah oui, non, bah ils sont, c'est de la fausse subversion, ils se choquent eux-mêmes peut-être, et ils trouvent ça juste con. J'ai fait caca dans la rue, c'est très choquant. Alors, je saute du coq à l'âne. Que penses-tu des femmes modernes, et en particulier des françaises? Si je dois remarquer ça, c'est que pour 500 nationalistes, et là attention, je parle pas de skinhead, je parle de gens très diplômés, des mecs de Sciences Po, médecins, etc. Alors je reviens, donc pour 500 mecs de ce niveau-là nationaux, en gros on a une femme ou deux nationaux. Qu'est-ce qui explique que les nanas soient autant rebutées par nous ou par notre idéologie, en fait? Pas du tout, moi je me suis jamais ressenti. T'as pas cette sensation? J'ai toujours joui d'un certain succès au niveau des gens féminines. Claude, il est d'accord, en fait tout le monde en chie, Claude il gambade, quoi. Mais pas du tout, les femmes sont habillées. Mais moi, ça m'arrive de sortir dans des bistrots et tout ça encore récemment, et avec mes idées, je me fais énormément d'amis. Ah ouais, tout à fait. Alors, mais il y a un pré-changement. Voilà. Disons, non. On est quand même d'accord qu'en 2009-2010, quand moi je me rappelle, j'avais 22-23 ans, je disais, ne serait-ce que dire voter FN, j'étais blacklisté, quoi. Aujourd'hui, non. Moi, je le ressens. Il y a 10 ans, je me mettais tout mon ado dans un repas et tout ça. En fait, il fallait que j'apprenne à fermer ma gueule, et j'ai horreur de fermer ma gueule. Et aujourd'hui, non, au contraire, je vais dans la bar, je bois 2 verres, je discute avec un type, il accroche. Après, t'as des gens, comme je parle des femmes, je parle particulièrement des femmes. Après, oui, au niveau des femmes, non, ça m'a jamais posé aucun problème. Mes copines ont toujours connu mes idées, ça jamais. Alors toi, t'as la trentaine, un jeune de 22-23 ans qui a un peu nos idées. Tu le conseillerais d'en parler aux nanas qui draguent tout de suite? J'ai toujours été franc, j'ai toujours avancé comme ce que j'étais. Jamais, oui, bien sûr. Je croyais qu'avec moi qui faisait ça, ça marche alors. Finalement, on a peut-être trouvé une technique. Oui, ça marche, oui, tout à fait, mais les femmes aiment le stupre, c'est dangereux. Non, mais est-ce que t'as son ami? Non, mais t'as beaucoup de mecs nationaux-dragueurs qui, eux, font la méthode du surgauchisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils jouent le gauchiste à fond, en cachant ce qu'ils pensent pour... Oui, je plais beaucoup aux gauchistes, les nanas gauchistes, oui, tout à fait. Il y a quelques années maintenant, je suis maqué. Attention, là, elle te regarde, là. On se calme. Non, mais là, je suis régulier, tout ça, mais par le passé, j'ai eu énormément de succès auprès des gauchos. Et au contraire, le fait, je portais ma croix, par exemple, et je sais que le fait d'être un peu catho, un peu comme ça, pour elle, coucher avec un mec comme moi, c'était un petit peu dangereux, c'était sympathique. Oui, c'est une vraie subversion du coup pour elle. Mais t'es quand même d'accord que c'est difficile d'en faire de bonnes compagnes. Par-delà le fait que... Tout à fait. Après, deux choses différentes. Pour me mettre en couple, là, c'est... De toute façon, moi, je ne me mettrai pas avec une femme qui a eu plus de 2 amants. Je considère que c'est déjà un seuil. Ah oui? Oui, voilà, tout à fait. Oui, parce que... Voilà. Après, le féminisme a apporté... Mais comment tu fais? Tu fais une inquisition au moment tu lui demandes... détecteur de mensonges, c'est ça? Si on regarde les femmes avec qui j'étais en couple, là, ça fait 7 ans que je suis en couple, parce que je suis un régulier depuis longtemps, on va dire. Mais par le passé, j'ai toujours eu... je couchais essentiellement... les femmes que je rencontrais, c'est bien souvent vierges. Après, je suis très... ça c'est mon côté catholique qui ressort. Je suis pas trop pour la décadence. Pour moi, la femme, dans une société, c'est celle qui est garante de la moralité. Oui. Voilà. Après, donc, la femme doit créer une famille, donc elle doit être garante de la moralité. C'est-à-dire quand les femmes sont décadentes, tout est décadent. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et je pense que la femme, elle est responsable de ça. Voilà. Mais c'est quand même le cas en France, quoi. Ah bah oui, le chaos, c'est ça, c'est lié au féminisme. Mais est-ce que les hommes ne doivent pas tenir leurs femmes un petit peu, quoi? Si, bien sûr, si. Après, la famille, quoi. Voilà. Pour moi, le socle d'une civilisation saine, c'est la famille. C'est là-dessus qu'on a créé l'Europe et la réussite économique. En fait, pour moi, elle est liée à la famille. C'est parce qu'il y a le socle familial, en fait, c'est une unité économique qui fonctionne. C'est où il y a le père qui travaille, voilà. Après, je suis pas
sur le travail de la femme, par exemple, Oui. ça c'est un fait aujourd'hui. Oui, à l'époque, j'aurais été contre. Bien sûr, oui. Voilà, c'est pourquoi on a fait travailler la femme, essentiellement pour les taxer, et puis pour ensuite envoyer les gamins à l'école le plus tôt possible pour leur laver le cerveau, quoi. Et voilà, moi je serais plutôt pour une famille traditionnelle où l'homme travaille, la femme s'occupe des enfants, et je trouve ça très noble, parce que je pense pour une femme, il n'y a rien de plus noble que de s'occuper des enfants, enfin c'est le futur, quoi. Et aujourd'hui on nous fait passer ça pour... c'est une serpillière qui s'occuper des gosses, oui, voilà, c'est limite une charge, mais non, c'est pas une charge. Élever des enfants, ma mère, c'est ce qu'elle a fait, elle m'a élevé, elle a arrêté de bosser pour m'élever, et merci maman, voilà. Alors, dans le milieu national, on est souvent critique à l'égard des femmes. Faisons-nous un peu l'avocat, je vais dire l'avocat du diable, l'expression n'est pas la bonne, mais est-ce qu'il ne manque pas chez l'homme d'aujourd'hui de la volonté, de la constance et de la volonté, c'est-à-dire volonté de capturer l'amour d'une femme et d'en faire une mère, tu vois? Si, tout à fait. Si, on nous a élevés... Tu vois un peu à Paris, tous ces célibataires qu'il y a... plein de célibataires hommes, plein de célibataires femmes, et ça coince. Qu'est-ce qui coince? Si. Oui, moi je comprends. C'est mon combat. Je me définis comme un catholique, mais donc je me suis converti. Je suis né dans une famille, certes chrétienne, on va dire, mais de tradition, mais sans aller à la messe. Voilà, j'ai juste été baptisé. Oui. Et voilà, maintenant je vais vers un catholicisme, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un catholicisme de formation. C'est-à-dire entre le moment où je me suis converti à 25 ans et aujourd'hui, j'ai encore des progrès à faire, et je sais que l'apothéose, c'est le mariage, l'enfantement et l'investissement, quoi. On nous a tellement élevés avec le Club Dorothée, avec la télé, le confort, non mais voilà. C'est pourquoi j'arrive, parce que au moment où tu as évoqué le Club Dorothée, je me suis rappelé d'une chanson que chantait Dorothée, et je me suis dit mais c'est fou qu'il y ait de la place pour ça dans mon cerveau, oui, quoi. Il y en a de la place, mais tu te rends compte à quel point on t'a rendu inapte à tout, quoi. On te posait le mercredi après-midi devant la télé, tu faisais rien, ton cerveau était en roue libre. Mes chaussettes à rouger jaune à petits pois. Ah les salauds! Le mal que ça a créé, Ouais, c'est dur d'être Mozart à 5 ans quand t'as le Club Dorothée à 2 ans d'intraveineuse. Moi, la curiosité, c'est-à-dire la lecture et tout ça, ça a été un effort sur moi-même. C'est-à-dire, quand on a été élevé à regarder des dessins animés, tout ça, on a le cerveau qui est en roue libre, qui a toujours besoin d'avoir quelque chose pour l'entraîner quelque part. Et après, moi, j'ai pris conscience qu'il fallait que je refasse toute mon éducation avec un complexe de classe. C'est-à-dire, voilà, je sais pas, une famille d'intellectuels et tout ça. Et donc, ça a été un effort. Se mettre à lire, se mettre à étudier réellement, quoi, pour comprendre, quoi. Et c'est pas naturel. Alors, ce qui est naturel chez moi, ça serait... Voilà, mais je viens de me rappeler que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit que maintenant tu étais un lecteur boulimique, ainsi que je l'étais à une époque, et il y a beaucoup de jeunes qui me disent Daniel, c'est dur de lire, je me force, mais j'arrive pas, etc. Moi je vous dis à tous ces gens-là, faites l'effort pendant 1 an ou 2 de vous de vous l'infliger, et vous verrez qu'après ça va devenir naturel. Oui, bien sûr. Mais après c'est un effort la lecture, c'est comme faire des pompes. Au début c'est douloureux, moi je fais des pompes. J'en fais 120 par jour. Mais au début, c'est douloureux. Pour être optimiste, c'est de moins en moins douloureux. Oui, bien sûr. Parce qu'ensuite, après, on arrive à discriminer les auteurs qu'on aime. Après, c'est l'hygiène. Et après, c'est du sport. Voilà, et après, ça devient de l'hygiène, et après, t'en as besoin pour faire fonctionner la machine, quoi. Moi, je lis, on va dire 150 pages par jour. Avant, c'était plus, mais maintenant, je suis... Oui, t'es sur un rythme de croisière. Je suis normand. J'aurais de quoi remplir une bibliothèque immense avec ce que j'ai lu. Ouais. Ah, très bien, ça fait plaisir d'avoir des gens lettrés qui ont érudits, excuse-moi, qui ont voilà. Ah oui, c'est pas il réclame le gars, il réclame. C'est bien ça. Je suis normand, alors je bois du vin quand je suis sombre. J'aurais dû t'offrir une cloche. Quasiment à 15 ans, je suis né dans une sorte de corde de ferme et tout ça. D'accord. On est là-dedans. Avec on avait un cheval, des lapins. Mais je comprends ce que tu dis quand tu parles de complexe de classe. D'ailleurs, il y a tout un pan de l'extrême droite qui est très élitiste. Et avec eux, on a parfois l'impression qu'il n'y a qu'eux qui ont le droit de penser, quoi. Ça, je sais bien qu'il y a eu l'élitisme d'une certaine classe, voilà. Ça, je la ressens bien. Mais moi, après, mon complexe de classe, c'est ça, c'est que je sais que pour réussir, il faut que je fasse mieux que les autres. C'est-à-dire, j'ai la sensation d'avoir lu 3 fois plus que ce qu'il fallait lire. Enfin, toujours d'être un imposteur, toujours la peur d'être un imposteur par rapport à mon origine sociale et tout ça. Bah, finalement, ça stimule et ça permet d'avoir un bon niveau culturel à la fin des cours. Oui, voilà. Mais du coup, à la fin, on emmagasine beaucoup de connaissances. Après, on se demande pourquoi. Moi, c'est aussi, ça a été la philosophie aussi, j'ai tout lu. Enfin, j'en ai parlé, voilà, Schopenhauer, Kant, Nietzsche, Heidegger, mais j'ai lu toutes les œuvres plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai toujours la sensation que je ne sais pas encore assez, quoi. Et après, la théologie, donc la Bible. Oui, c'est vraiment une angoisse même d'avoir mal compris un auteur, de passer au travers de quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est humiliant, en fait, finalement, on se dit, oui.
Et surtout, en plus, on a tendance à se comparer aux génies du passé. On se dit, mais vu la connaissance qui a été la leur, combien il faudra que je lise de livres pour en arriver à l'achever? C'est ça. Ouais. Moi, c'est ça. C'est vraiment un complexe, une sorte de complexe d'infériorité quelque part, hein, mais qui s'explique sur, on va dire, un paradigme de Marx, de classe. Oui, voilà. Mais quand on vient de la plèbe, entre guillemets, qu'on veut s'élever, on est obligé d'en faire plus que les autres. Enfin, rien que pour soi-même, pour se prouver. Quoi. Oui, tout à fait. Alors, tu t'es présenté à nous comme catholique. Moi, j'ai lu ce que tu m'as envoyé, tes ouvrages. On a déjà parlé. Remarque, je constate que tu n'as pas l'air, par exemple, hostile à la prostitution. Alors, non, mais c'est important, parce que les gens qui vont le lire... On en a déjà parlé. Tout de suite, ils vont dire, ah oui, tu vois... donc, par exemple, je vais citer un passage dans ton recueil. Je crois que c'est le recueil qui s'appelait Le bonheur est une fatalité, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est celui-là. Donc, c'est un ouvrage assez ironique. Tu mets ça, je crois, dans la bouche d'un professeur. Eh bien, je me suis lancé. Un poète? Oui, un poète. Eh bien, disons que le poète, idéalement, serait un homme qui, tout en étant le plus instruit possible dans les choses de l'intelligence et de l'art, déciderait aussi de vivre le maximum d'expériences sur Terre. Il multiplierait ainsi la somme des expériences possibles. Femmes, drogue, ivresse, voyage, état limite, et son devoir serait de rendre compte de façon artistique de ces expériences à l'esthète, à l'amateur de poésie. Comment tu concilies, fin de l'extrait, comment tu arrives à concilier, on va dire, la doctrine catholique avec cette espèce de philosophie du... C'est ça, c'est d'où je viens en fait. Le bonheur est une fatalité, donc c'est l'ouvrage qu'on peut... comme mon nom sur Google, Claude Marion, vous pouvez acheter cet ouvrage qui a été publié chez Storylab, un éditeur de l'e-book. Voilà, donc les gens peuvent se le procurer. Parce qu'il m'a également envoyé un bouquin qui n'est pas encore édité. Donc j'ai eu l'avant-première, donc pour l'instant l'autre bouquin, trois nouvelles réactionnaires. En discussion chez un éditeur et on verra au mois de septembre si ça... D'accord. Voilà, tout à fait. Bon, d'accord. Donc je sais même plus quelle était ma question. Moi je disais comment tu concilies oui, ça c'est du rabbalisme en fin de compte. Parce que le bonheur de fatalité a été écrit il y a 4 ans et en fait l'idée était de raconter l'histoire d'un poète maudit aujourd'hui. Qui ça serait, comment il évoluerait. Oui, j'ai bien conscience que c'est un personnage. Voilà. Tu n'es pas absolument tes personnages. Mais cela dit, dans pas mal de nouvelles, j'ai senti quand même une sympathie presque pour les personnages cabotins qui pouvaient aller aux prostituées, ce genre de choses. Enfin, je veux dire... Oui, tout à fait, mais ça vient de mes amours d'auteurs du 19e siècle. Mais donc, alors, une société... Parce que c'est une question qui revient souvent que ce soit chez les nationaux-socialistes, donc les néo-nazis, ou bien les cathos, c'est est-ce qu'une société doit accepter ou non la prostitution? Oui, bien sûr. Quel est l'avis de Claude? Je suis, tout simplement. Non, mais je pense que c'est très structuré, je suis contre la pornographie et pour la prostitution. Voilà. Contre la pornographie, parce que ça dérègle les gens, ça les pousse vers des actes qui sont pas foncièrement naturels et sains, on va dire. Ça les pousse... enfin, voilà. Et puis il y a une forme d'addiction, puis c'est ça là, regarder quelqu'un d'autre baiser une femme, quand on se rend compte un petit peu, c'est absurde. On voit autant de bites que de chattes, en fin de compte. Et quand on est un homme, c'est vrai. Voilà. Et puis c'est un truc à ne plus avoir de vie. Enfin, la pornographie, pour moi, il y a quelque chose de ça. Là, ça prouve, on va pas parler de ceux qui font la pornographie. Non, mais j'avais dit que la pornographie, pour moi, poussait un certain nombre d'hommes à l'homosexualité parce qu'elle met en scène des sexes d'hommes. Et donc, essentiellement, ça pollue, en fait, ton esprit. Voilà, avec plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Mais la pornographie, moi, je serais pour une interdiction de la pornographie. Après, la prostitution, voilà, c'était un peu le ferment du couple bourgeois, anciennement. C'est-à-dire les familles bourgeoises. Aujourd'hui, il y a des divorces. Ça dit qu'un tel trompe sa femme avec une telle, il divorce. Voilà. Alors qu'à l'époque de la prostitution, un tel allait voir juste une prostituée, il tirait son coup entre guillemets, et puis le mariage était gardé. Donc ça évitait les divorces et tout ça. Après, je pense aussi que ça aurait une influence sur l'insécurité. Ah oui. J'ai une théorie là-dessus où je pense que les jeunes rebeux de banlieue agressifs, en fait, ce sont surtout des frustrés sexuels. Voilà, je pense que la frustration sexuelle a un impact sur le tempérament agressif. Moi, j'avais pensé à la même chose par rapport à la pédophilie. Je pense que s'il y a plus de pédophilie aujourd'hui qu'il y a 100 ans, c'est peut-être simplement que les hommes ont un accès au sexe plus difficile. Oui, tout à fait, oui, voilà. Mais ça, c'est quelque chose à creuser, hein. Je pense, s'il y avait des bordels ouverts dans les cités, je pense que s'ils allaient tirer leur coup, ils seraient beaucoup moins agressifs, il y aurait moins de voitures débrûlées. Ça, j'en suis persuadé. Voilà. Alors attention, il faut bien dire aux gens que c'est pas forcément ce qu'on prône. Non, c'est pas la solution. Non, c'est pas la solution. Arrêtons tout là, voilà. Non, mais en tout cas, j'ai compris ton jeu de l'esprit. Si ces gens-là avaient des relations sexuelles plus régulières, avec des gens de leur âge, moi, quand j'ai baisé, je suis plutôt pisse dans ma tête. Ouais, d'accord. Je suis en paix. Voilà. Et, voilà, le sexe, c'est une
une puissance qu'on a en nous. L'éjaculat, en soi, c'est une puissance de décharge. Puissance, donc truculence, éventuelle brutalité. Voilà. Et le masturbateur pornocrate qui passe son temps, voilà, j'imagine qu'il a une sorte de frustration et qui se traduit très rapidement en violence. Bien. Et si les jeunes maghrébins qui sont violents agressent essentiellement des jeunes hommes blancs, pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux, parce que les jeunes hommes blancs ont des femmes et eux n'en ont pas. Oui, ce qui est paradoxal parce qu'on dit toujours qu'il y a, il y a cette idée reçue comme quoi qu'il y aurait une plus grande virilité chez ces jeunes de banlieue alors qu'ils ont un accès aux femmes plus compliqué. Bien sûr, leurs sœurs elles sont en haut, elles n'ont pas le droit de sortir, eux ils se retrouvent en bas à discuter entre eux et voilà, donc du coup il faut qu'ils sortent dans la ville pour rencontrer des femmes et les femmes n'en veulent pas. Donc c'est très compliqué, donc après ils vont au bois de Boulogne se taper des trans. Voilà. C'est ce qu'on dit. C'est une rumeur. Mais sur ces belles paroles, on va clore la première partie, on fait une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes et on parlera là plus exactement des ouvrages de Claude. Ça va bien ? Ok, super Daniel. À tout de suite. Ça tout le temps, la main sur la crosse, titillant la gâchette, un fang sur la rosse pour celle du BS qui sent la merde. J'en ai du matos, calibre 44 dans la tête, la clique de salope de Calfrost. J'envoie des 187 et tout autant d'enveloppes d'entrailles. Je me contente pas de tuer le temps, je m'occupe aussi des putes que je traque. Jusqu'à la mort que la République finisse en chiasse de canité. Demain sur la chaussée d'en face, un nettoyage de qualité. Au Karcher ou sous mes godasses. Liberté, égalité, fraternité. Arienne, tu peux toujours chialer lutter, ça ne sert à rien. Tu me déracines alors j'ai l'acte, ton arbre généalogique. Bien avant que t'aies passé l'âge écolo, donc je le recycle en un cercueil assez large. J'aurais fourré toute ton équipe, je te crève, c'est qu'on est quitte. En attendant, ça sera la guerre, et comme Schindler, j'écris ma liste. Les athées ne font pas de prière, y'a que des regrets que tu me récites. C'est trop tard, ouais, c'est trop tard. J'ai sorti le fer, c'est trop tard. Pour ces bâtards, brûle ton enfer. Rafale de balles dans ton faussaire. C'est trop tard, ouais, c'est trop tard. J'ai sorti le fer, c'est trop tard. Pour ces bâtards, brûle ton enfer. Rafale de balles dans ton faussaire. Deuxième partie de Vive l'Europe, toujours avec Claude Marion, qui nous fume une fine cigarette électronique. Oui, ça, voilà. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans et je suis à ça maintenant. Et Ouais. c'est bien. Je suis asthmatique aussi. Et grâce à ça, je fais beaucoup moins d'asthme. Donc C'est-à-dire que tu alternes entre cigarette électronique et... Et Fortune, oui, voilà. Bon, Et nous très sommes passés au rosé. Voilà. Et oui, alors pas moi encore parce que j'ai Voilà. une descente un peu moins rapide que la tienne, je tiens à le signaler, mais oui, on y arrive. Alors, on va parler maintenant de ta production un peu plus exactement, en fait, ta production littéraire, tu vois, parce qu'on l'a effleuré à la partie, là on va entrer dans le vif du sujet. Tout à fait. Alors, première question, excuse-moi, elle est très banale, mais quelles sont tes influences littéraires? Alors d'abord les auteurs que tu aimes, les auteurs qui ont influencé ta plume, je sais pas si les deux catégories se confondent. Eh ben non. Non, parce que autant je peux adorer Léon Blois ou Aragon, Aurélien, qui est un chef-d'œuvre, Dostoïevski, que j'adore. Mais ceux qui m'ont le plus influencé, c'est Flaubert et Maupassant. Et ça revient de ma jeunesse, c'est des écrivains normands, je suis normand, mais c'est ce qu'on appelait le réalisme. Mais c'est vraiment en termes de technique. C'est leur façon d'écrire. C'est-à-dire Flaubert, il sait mettre une scène, c'est-à-dire d'abord on fait une description générale, puis on recentre sur un couple, puis on rentre un dialogue. C'est vraiment en termes de structure littéraire. Et D'accord. Moi, mes grosses influences, c'est Flaubert et Maupassant. Maupassant pour la science narrative, on va dire. Oui, voilà, tout à fait. Et puis Maupassant qui est le fils spirituel de Flaubert. Donc c'est une école entre Madame Bovary et une vie. Enfin, c'est la même chose. Voilà. Mais en termes de technique, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc tu dirais comment apprendre à écrire, toi c'est tes maîtres, c'est un... Pour moi c'est Flaubert et Maupassant. Voilà. Après, pourtant je suis un fan de Rimbaud, je suis un fan de Léon Blois, je l'ai dit. Mais d'ailleurs, je pense que ça se ressent quand j'écris, enfin sur mes textes. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de scènes. Et ça, cette mise en scène, je l'ai appris grâce à Flaubert et Maupassant. Et dans les auteurs contemporains ou du XXe siècle, tu as quelques références ou Les gens nous disent souvent, oui, vous parlez de gros classiques, mais tout ça on les connaît. Oui. Comme si les gens avaient lu Flaubert, par ailleurs. Huysmans, c'est encore le 19e siècle. Oui. Mais si, bien sûr, Bret Easton Ellis, américain, Bukowski. Ah oui, Bret Easton Ellis, tu aimes bien? Oui, j'aime beaucoup. Après, en fait, il a écrit 10 livres, il aurait dû en écrire que 2. Après, c'est le mec qui réécrit toujours le même bouquin. Et j'ai lu Glamorama, c'est une farce. Voilà, le bouquin qu'il a écrit avec le serial killer. American Psycho, ouais. Voilà, chef-d'œuvre. Je trouve ça parfait, quoi. Glamorama, c'est la même chose avec. Voilà, toujours des noms de marques et tout ça devient grotesque. Ça brode après. Voilà, stylistiquement, ça devient grotesque, quoi. Mais c'est bon, Bukowski, oui, je suis fan. J'ai découvert assez sur le tard.
Ouais. Et l'anecdote, c'est qu'on m'a comparé à Bukowski avant que je lise Bukowski. Ah oui. Voilà, pour le côté. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais marqué dans loser prolétaire, voilà. En fait, c'est ça le rapport avec Bukowski, quoi. Oui, cette façon de parler de sexe et d'alcool de manière assez récurrente. Oui, voilà. Et puis ce ton oral aussi, chez Bukowski, la simplicité. Moi, j'aspire, enfin, en ce moment, parce que dans 5 ans ça va changer, dans 10 ans ça va changer encore, je considère que chacun de mes livres doit être différent. Oui. Mais aujourd'hui, j'aspire à une forme de simplicité. D'accord. Il fut un temps, j'étais plus dans le style, dans le de la phraséologie, le travail du texte. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase de simplicité. Je veux écrire des textes qui soient... Je veux vraiment la facilité, la lecture et tout ça. Et je pense que c'est une des plus grosses difficultés en littérature d'obtenir ça. D'accéder, oui, à l'essence du... Alors, est-ce que tu as un plan de carrière? Tu écris pour le plaisir ou bien est-ce que tu te sens un destin d'écrivain? Eh ben, je n'écris pas du tout pour le plaisir, c'est une nécessité. C'est-à-dire, comme j'en ai parlé dans la première partie, ensemble, je parlais de ma recherche mystique, pourquoi j'existe, on va dire. Après, j'ai commencé à lire, donc j'ai commencé à noter mes idées, et j'écris par nécessité. C'est-à-dire, c'est pas... D'accord. Ouais, j'ai du mal à simplifier ça, mais c'est limite un devoir moral vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire, en fait, j'ai un concept qui s'appelle la volonté de sens. La volonté de sens, c'est... Donc, chez Nietzsche, on a la volonté de puissance. Ouais. Voilà. Chez Claude Marion, on a la volonté de sens. Définis-nous ce que c'est. Ben, je pense que l'objectif de chaque individu, c'est de créer du sens dans son existence. Oui. Donc, une vie qui est plutôt chaotique. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus la religion, on est dans l'athéisme hédoniste, il n'y a plus de sens. Et moi, je me sers de l'écriture pour donner un sens à ce que je vis. C'est-à-dire, je n'ai aucune imagination comme garçon. D'accord. Donc, je ne peux pas écrire un polar, je ne peux pas écrire un western, je ne peux pas écrire de la science-fiction, par exemple. Tu puises plutôt dans des expériences. Je puise dans ce que je vis, voilà. Et pour moi, écrire, ça consiste, dans mon expérience, à donner un sens à ça. D'accord. De me dire, t'as vécu ça, voilà le sens que ça. Et la nouvelle, qui sera théoriquement mise... Ah oui. en description dans ta vidéo. Claude vous donne en fait une nouvelle que vous pouvez lire gratuitement afin de faire connaissance avec son style. Mais qui est exactement la représentation de ça. En fait, je monte à Paris pour te rencontrer, et je rencontre Monsieur Bourbon de Rivarol, voilà, et à partir de ça, j'écris une nouvelle, on va dire, de 30 pages, et l'idée, c'est de donner un sens à cette rencontre. Oui, et tout à fait, une fois que je l'écris... C'est du Christine Angot nationaliste, en fait. Il raconte sa vie en temps réel. Non, mais... Cassé! Bryce the Nice! Non, mais je parle pas de sa nullité en tant qu'écrivaine. Je parle de ce... Tu sais, elle a tendance... Mais non, je parle de ce côté un peu auto-fictionnel. C'est-à-dire, en fait, de faire de l'autobiographie. Oui, moi, ça beaucoup sur la volonté de sens. L'objectif, c'est de donner un sens à mes actes. Pourquoi je passe chez toi? Ce n'est pas juste un problème de... Oui, tu l'expliques d'ailleurs dans cette nouvelle, c'est touchant d'ailleurs. Tout à fait. Non, mais c'est une volonté pour donner un sens à ce que je fais. C'est à la fois ce que j'écris, je viens te voir, ce n'est pas pour rien, j'écris un texte là-dessus, pour moi ça clôture le truc, ça renferme, et ça me rassure en tant qu'humain, parce qu'en tant qu'humain on a besoin d'avoir une fidélité à toute chose. Et donc c'est ce que j'appelle la volonté de sens. D'accord. Vouloir donner du sens. Et moi toute ma vie c'est ça, donner du sens à ce que je vis. D'accord. Donc quelquefois il se passe rien, et quelquefois je suis plutôt perturbé ou assez sombre. Et voilà, l'autre fois j'ai rencontré Monsieur Bourbon des Paroles, voilà, que j'ai dit bonjour aussi parce qu'il m'a dit qu'il a regardé la vidéo. Ah ouais, très bien. Tout à fait. Et voilà, après j'ai écrit un texte là-dessus, ça clôture l'histoire et ça donne du sens. Et moi tous mes bouquins, c'est vrai que j'en renie aucun. On parlait dans la première partie, si on pouvait renier ces textes, non. Parce qu'en fait, la volonté de sens fonctionne avec mon premier roman aussi, quoi. Ça raconte mon histoire de quand j'avais 20 ans, et quand je le relis aujourd'hui, je me dis, bah voilà, c'est ta jeunesse. Je fais, Claude, regarde. Je fais, voilà, moi ça c'est clôturé, et Nietzsche a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Écrire après, voilà, on se retrouve avec tous nos livres de mis de côté et tout ça, mais quand on vieillit, c'est toujours intéressant de les réouvrir, et on voit... C'est comme un album photo en fait. Voilà, mais au moins je laisse ma marque, et c'est ma marque même pour moi-même. Alors, chaque fois que je reçois des gens qui sont plutôt dans un domaine artistique que politique, les gens qui me suivent, là, les internautes, ont tendance à me demander est-ce qu'avec la crise que nous vivons et la gravité de notre époque, il n'y a pas un luxe, en quelque sorte, à vouloir s'enfermer chez soi pour consommer ou écrire des livres?
Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, aussi au contraire. Est-ce que le destin d'écrivain a encore un sens dans une Europe où on ne sait même pas si la collection Pléiade existera dans 50 ans? On fonce vers le chaos. Ouais, voilà. Et est-ce que c'est encore pertinent de voilà, c'est la question. parce que c'est très égoïste. L'écriture, c'est de l'égotisme. Hein. Oui. C'est total, l'égotisme, c'est ça. C'est de l'égotisme. Mais au contraire, non. On fonce vers le chaos. La littérature, pour moi, ça me sauve. Enfin, après, j'en parle personnellement, ça sauve personnellement. Oui, ça me sauve complètement. C'est voilà, enfin, on en a discuté tout à l'heure ensemble, mais moi, s'il n'y a pas des solutions qui sont prises rapidement en France et en Europe dans les 10 prochaines années, je pense que le système est foutu et qu'on arrive à l'effondrement économique. Voilà. Et voilà. Donc c'est urgent. Et moi, mon écriture, c'est quoi son objectif? C'est à la fois de ravir esthétiquement, si c'est possible, mais surtout de mettre en conscience, c'est-à-dire d'influencer la jeunesse. En fait, mon objectif fondamental, c'est d'influencer les jeunes. Je comprends, mais je pense que la question que se posent les gens, d'ailleurs moi je suis embarqué dans cette même, je dirais j'ai le même fonctionnement que toi. Je suis un contemplatif, un écrivain, un artiste, mais je pense que l'époque a produit beaucoup de gens comme nous, talentueux et pas talentueux, mais on va dire une génération de gens qui ont envie de parler d'eux-mêmes. Est-ce que tu penses pas que c'est le narcissisme en général, c'est ça? Tu penses pas que c'est problématique et qu'il faudrait pour un temps... Si, le sang bleu maintenant, le sang bleu il est répandu dans Facebook. Ouais. Maintenant, Facebook, c'est le sang bleu partout. Tout le monde est important, tout le monde est narcissique. D'ailleurs, YouTube, c'est aussi la foire des narcissiques effrénés, quoi. Et, mais cela dit, en contre-argument, par exemple, on pourrait dire qu'il n'y a pas des milliers, par exemple, de youtubeurs nationalistes. C'est donc bien qu'il y ait un vide à combler, quoi. Oui, tout à fait. Mais après, le narcissisme effréné, c'est quand même un des caractères général de notre époque, quoi. C'est tout le monde est narcissique, tout le monde se montre. Enfin, moi, je trouve ça vulgaire. Voilà, après, moi j'écris et je suis aussi dans cette forme de narcissisme, mais pourtant je fais tout en tout cas spirituel, intellectuel, mais pas esthétique, parce que tu m'as dit que tu prenais très peu de photos de toi. Je trouvais ça intéressant comme idée. Oui, mais c'est romantique, c'est une vision romantique. Moi j'aimerais exister que par mes textes sans en faire la promotion. D'accord, et c'est déjà un cul-de-sac. Oui. Moi j'ai eu un cours quand j'étais en faculté qui était sur les gagnants et les perdants en littérature. On en a déjà parlé un peu à partie, mais c'est intéressant d'y revenir. Ce qui définit les perdants, des fois ce sont des bons auteurs, mais ce qui les définit c'est leur tempérament. Parce qu'ils écrivent mais ils se mettent pas en avant, ils savent pas se vendre. Moi je suis pas un commercial, je suis pas la publicité, quoi. Donc du coup je suis un perdant, c'est-à-dire j'ai pas le tempérament de me vendre. Et en venant chez toi, tu casses un peu ce... J'ai passé un travail sur moi que je fais et je me dis ok. Tu mettras... Je biperai, il a dit son vrai prénom. Tu biperas là. Oui, bien sûr. Ouais. Et je fais ok Claude. Maintenant voilà, tu vas te vendre, quoi. Et se vendre, c'est une démarche qui pour moi est ésotérique. C'est-à-dire c'est nouveau. Je l'ai pas fait avant, tu vois. Et je sais qu'il faut le faire. Tu peux pas être lu, faut te faire connaître. Dans une société comme la nôtre, qui est une société de l'image. Voilà, entre Facebook, Twitter, la télé, machin. Si je veux exister, voilà, faut que je passe chez toi. Oui. D'accord. Oui, c'est une réponse qui me va. Et tu lui feras. Bien sûr, quand je dis Lucien, évidemment. Mais par contre, je te mettrai un prénom de merde juste pour rigoler, quoi. Oui. Je vais te mettre un prénom russe, tu vas rien comprendre. Alors, il y a une nouvelle que j'ai... Jacob. Voilà, ça passe. Ça va peut-être te porter bonheur. Il y a une nouvelle que j'ai vraiment bien aimée, en particulier, c'est L'abbé du champ de l'épine, qui en réalité est celle qui clôt ton recueil. Oui, c'est réussi. Ouais, en général, c'est pas pour rien qu'on met un truc au début ou à la fin, quoi. Et j'aimerais te poser une question sur l'ensemble de ce livre, en partant de celle-là en particulier. Est-ce que tes personnages que tu noies dans un quotidien, on va dire, fait de sales coups et de vices un peu honteux, ne vivent pas une sorte de calvaire qu'ils s'auto-infligent pour finalement se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule vérité, celle de la tempérance chrétienne un peu. Tu sais, la nouvelle se termine. C'est ça, oui. Moi, je voulais finir dans un monastère. Quasiment tout ce que j'écris finit toujours sur un stade de contemplatif. J'ai remarqué ça. Parce que la différence par exemple avec Bukowski, c'est que c'est un écrivain, évidemment, on veut expliquer aux gens, je suis pas en train de dire qu'à côté de moi, j'ai un mec du niveau de Bukowski, blablabla. Je suis meilleur que Bukowski. Bon, voilà, mais on comprend. Je suis un bon Flaubert. Mais je suis un meilleur styliste que Bukowski, ça c'est certain. C'est pas difficile en même temps, c'est pas un excellent styliste. Je sais. Non mais en tout cas, je comparais
je suis allé inventer un mot en latin, j'allais dire modus écrivant, on dit n'importe quoi. Oui, si, Mais bon, bien, je comprends. Mais on s'est compris, quoi. C'est-à-dire un peu cette même façon décontractée d'écrire. La différence, c'est que chez lui, il y a du nihilisme, alors que chez toi, ça se termine toujours par une résolution morale, on pourrait dire, quoi. Oui, je pense qu'il y a une finalité morale. Même ce pauvre petit livre, puis il a une fatalité, voilà. Oui. Qui est un pauvre petit livre, parce qu'il se lit en une demi-heure. Mais oui, la résolution, elle est contemplative. Oui, il y en a une autre nouvelle dont j'ai oublié le nom, mais où à un moment donné, il s'agit des femmes, et il y a un personnage tu fais lire un de tes personnages, tu sais, je suis pas sûr de trouver une nana aussi bien, et puis être en couple célibataire, la différence est que tu fourres en couple toujours la même nana. C'est pas énorme comme différence, à vrai dire. Puis il y a quelque chose d'idiot à fourrer à tout va, non, tu vois. Oui, tout à fait. Finalement, c'est évidemment, c'est très trivial, mais tout n'est pas de ce niveau-là de... Oui, si, il y a une fatalité assez dans ce niveau-là, oui, voilà. Oui, c'est ça, c'est idiot de fourrer à tout va, tout à fait. Oui. C'est marrant, à un moment, c'est un peu cette morale à contrario, c'est-à-dire que finalement, le mec se dit, mais il couche avec plein de meufs, et finalement, ça change pas grand-chose, et c'est quelque chose que j'ai ressenti, quoi, plusieurs fois dans ma vie amoureuse et sexuelle, l'idée que finalement... un trou est un trou, quoi. Oui, voilà. Finalement, c'est quand même bien. Mais, et c'est pour ça que les gens me disent souvent que je parle beaucoup de sexe, mais il n'y a qu'en le faisant souvent qu'on se rend compte que c'est quand même pas grand chose, finalement. Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis après, moi, après j'ai mes idéaux à la con, de la famille catholique, et voilà. Mais après, j'ai eu une certaine expérience dans la vie, voilà, j'ai eu beaucoup de maîtresses et tout ça, tu sais. Aujourd'hui, je suis ressorti de ça, j'ai la même femme depuis 7 ans, voilà. Et donc, oui. Ça paraît absurde, la chasse perpétuelle à la nouvelle gonzesse, c'est absurde. Et d'ailleurs, les mecs qui sont dans cette chasse-là, qu'est-ce qu'ils espèrent? Rien, en fait, leur vie c'est un néant. C'est quoi, je travaille toute la semaine, j'ai mon salaire, et le week-end je sors des gonzesses, et mon objectif c'est d'en tirer une, c'est ça? Là, je pense vraiment qu'au-delà de 35 ans, c'est une philosophie de vie qui est néfaste, quoi. Oui, puis ça ne coûte rien. Il faut être des constructeurs et pas des destructeurs, et pour être un constructeur, il faut écrire. Voilà. Et baiser des femmes, ça c'est pas être un constructeur, c'est rien du tout. Autant se masturber, en fait c'est pareil. Oui, c'est ça. Alors, sans transition, dans 3 nouvelles réactionnaires, qui n'est pas encore disponible à la vente, mais j'en parle quand même, tu écris quelque chose, j'aimerais que tu nous expliques ce que tu veux dire par là. À propos des djihadistes, un des personnages dit « Je ne les défends pas, c'est juste que je te montre des formes de suicide qui ne révèlent pas des effets de la putasserie occidentale générale. Ces djihadistes sont des connards, mais ce sont des connards qui auront fait, contrairement à moi, quelque chose de leur vie. » Peux-tu développer? C'est compliqué. Oui, là, je pense que la plupart des suicides d'hommes hétérosexuels actuels sont toujours faits à cause des cocufillages. Ah oui. Oui, j'en suis persuadé. J'ai des expériences proches, de gens que je connais qui sont... Donc des hommes trompés? Oui, voilà, et souvent le suicide c'est souvent une affaire de fierté, en fait. Une fierté bafouée et tout ça. L'humiliation est si forte qu'il préfère mettre fin. Ah bien sûr, c'est très humiliant. Non, mais ça, je ne doute pas une seule seconde que ça soit... famille, voilà, et je pense qu'il y a énormément de suicides d'hommes matures qui... j'en ai... Je ne peux pas en parler comme ça en donnant des noms, certainement. Mais oui, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça vient pas de ma psyché, je ne suis pas branlé mentalement pour trouver ça. Voilà. Il y aurait une étude à faire là-dessus, parce que c'est quand même important à savoir. Par contre, sur les djihadistes, oui, ils donnent un sens à leur vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la volonté de sens. Donc, donner un sens à sa vie, quoi. Donc, moi, j'écris pour donner un sens à ma vie. Les djihadistes en donnent un. En la perdant, ils donnent un sens à leur vie. Mais bien sûr, mais les mecs, on en a déjà parlé, mais ce sont des crevards, des petits trincailles, quoi, qui ont un ressentiment profond vis-à-vis de la France, tout ça, qui veulent la destruction de la France ou de l'Europe parce qu'ils ne se sont jamais sentis intégrés, parce qu'ils ont tout fait pour ne pas être intégrés, tu sais. Et du coup ils se déchaînent, et là ils trouvent une résolution, c'est-à-dire une légitimation au nom d'Allah. Et la volonté de sens fonctionne, ça donne un sens à leur destruction. Donc ces gens-là auront fait quelque chose de leur vie. Ça a un sens. Ce qu'ils font, du coup, à leur échelle, en tout cas, à leur niveau. Même à leur échelle et à leur échec. Pour faire oui, d'accord. On fait jeu de mots les inconnus. Alors échec ça va finir en chanson tout ça. Je crois. D'accord, cette réponse me va. Alors il y a quelque chose que j'aime particulièrement chez toi, je voulais te le dire, c'est mon t-shirt. Voilà. ça c'est d'une. Ton humour aussi, mais ça n'a rien à voir avec tes écrits. Oh si, quand même, il y a de l'humour dans tes écrits d'ailleurs, je dis ça un peu au hasard, mais j'ai souvent ri en te lisant. Et il y a un côté authentiquement célinien dans un point particulier, c'est que parfois des choses importantes sont comme dites en point de suspension. C'est-à-dire qu'au détour d'une anecdote en apparence sans contenu, tu vas dire quelque chose qui me semble profond. Par exemple,
Un début qui semble très banal. Je ne sais plus exactement où c'est, mais tu écris « J'adore le jambon beurre. Du pain, du beurre et une tranche de jambon. À quoi sert de chercher midi à 14h dans un cassoulet premier prix ?» Et tous ces bonnes gens qui rentrent chez eux avec leur sac. Donc là, t'es comme dans la tête tu te mets un peu dans la tête d'un mec banal et tu dis « On mange quoi ce soir, ma chérie ? Ravioli au minerai de viande, au jus d'orange 0%, 0% fruits. Et qu'ont fait les enfants aujourd'hui ? On leur a appris la tolérance en cours d'éducation civique. Regarde comme ils savent fermer leur gueule et avalent n'importe quoi désormais. » Ce que j'aime bien, c'est vrai. Non, mais ce que j'aime bien, c'est cet éloge de la simplicité. Tu sais, le jambon beurre, c'est simple, c'est français. Le kebab, c'est autre chose, c'est pas français. Tu vois, c'est halal. Ouais, c'est ça. Ils ne veulent pas manger du halal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que dans ce passage en particulier, t'as bien mis en lumière ce que l'école française a créé, c'est-à-dire une génération entière d'enculeurs de mouches. Tu sais, des gens qui sont tellement nuancés qu'ils n'acceptent plus aucun discours catégorique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que combien de fois moi j'ai dit à des jeunes de gauche, mais être français, c'est boire du pinard. Mais la tragédie, c'est ça. La tragédie, c'est qu'on crée des générations entières qui n'ont plus de point de vue, plus d'esprit critique. C'est-à-dire le mec de gauche de base, en fait, c'est un lâche. C'est quelqu'un qui a cessé de penser, parce que critiquer, c'est penser, c'est critiquer. Ouais. Pour penser, il faut t'opposer à quelque chose. Oui. C'est pour ça, moi, j'ai toute ma théorie sur le ressentiment. C'est-à-dire, je n'aime pas quelque chose et je me place par rapport à cette chose que je n'aime pas, je me crée mon idéologie. Oui, oui. Et donc, c'est le ressentiment. Voilà. Donc, on peut trouver ça. Comment tu expliques que les gauchistes prennent la simplicité pour du simplisme ? C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils te critiquent toujours là-dessus. C'est-à-dire, tu vas dire, oui, c'est important le cochon, ça fait partie de la culture française. Tu manges pas de cochon, peut-être bien que t'es pas français. Et un mec va te dire, t'es simpliste. Alors qu'en réalité, c'est vrai, quoi. Tu vois ? Je sais pas comment. J'arrive pas. Je me pose tous les jours, je me réveille, je me dis comment faire basculer les gauchistes chez nous, tu vois ? Et j'arrive pas à trouver ces solutions. Tu peux pas, les gauchistes sont irrécupérables. Tu crois ? Et bien sûr. Leur entreprise, c'est de nier le réel, ils nient le réel. Donc, ils ont plus de jugement sur autrui. Ils ont cessé de juger. C'est-à-dire, ils pensent que leur liberté, c'est de cesser de juger. Tout est bien, tout est bon. C'est ça, le gauchiste. Tout est bien, et en fait, c'est de la lâcheté intellectuelle. Ouais. Et le début de l'intellect, c'est l'esprit critique. Ce que tu dis est assez... Pour être critique, il faut être viril. Et la virilité, c'est l'opposition. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est bon. C'est toujours amusant de parler avec des gens pertinents et intelligents comme toi, parce que t'as réveillé un truc en moi, je m'étais jamais dit ça. Le gauchiste considère comme une liberté, finalement, d'abandonner son libre arbitre. Oui, tout à fait. Mais voilà, il se sent bien, il est socialement admis, et il dit oui à tout. Donc il a plus d'esprit critique. Non mais c'est ça, le gauchiste, c'est dire oui à tout. Et à contrario, le mec de droite est celui qui ponctuellement peut dire non, par exemple non à l'immigration, et le non est forcément fasciste. Ah oui, parce voilà. que c'est une fermeture. Et pourtant, le ressentiment, donc le non, c'est leur réaction, le ressentiment, c'est ce qui crée la pensée, quoi. Bien sûr. C'est en s'opposant qu'on crée. Ouais. Céline, quand il dit j'aime les créateurs, c'est exactement ça ce qu'il dit. C'est-à-dire il s'oppose, et en s'opposant, il crée. Et le gauchisme, c'est ne croire en rien, donc tolérer tout. Ouais. En fait, en ne croyant en rien, donc l'athéisme hédoniste, voilà, on peut même parler de Michel Onfray, c'est exactement ça. Ne croire en rien, et ben la nécessité, c'est tout accepter, quoi. C'est tout accepter, voilà. C'est une belle façon de le formuler, ouais. Bah, croire en rien pour accepter tout. Ouais. Tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est là où on en est. Ouais. Alors, j'ai parlé de tes livres. Alors, maintenant, c'est à toi d'en parler. C'est-à-dire, là, je te donne 2, 3, 4, 5 minutes, autant que tu veux, pour encourager les gens à lire tes livres. Qu'est-ce que tu leur dirais ? C'est à toi de jouer. Pourquoi acheter ton PDF ? Pourquoi Parce que je suis un très bon auteur, voilà, d'origine prolétaire, donc je suis comme vous, je suis né dans les classes moyennes basses. Voilà, je pense avoir un certain niveau de style. Après, c'est pas moi qui le dis, on va bien critiquer là-dessus. Après, le fond pose problème, mais si vous regardez cette vidéo-là, j'imagine que ça vous posera aucun problème. Ce qu'on appelle poser problème, c'est que c'est plutôt c'est juste culture de droite. Oui, voilà, c'est une culture de droite, tout à fait. Oui, voilà. oui. Voilà. Après, moi, je suis pas Céline, je suis pas rebatté, je fais pas plus haut que mon cul. Enfin, je me mets à mon simple niveau. J'ai 35 ans. Je fais ce que je fais, je le fais avec le cœur et j'essaie de bien le faire. Voilà. Voilà. Je suis ni rebatté ni Céline, mais je suis honnête et sincère. Voilà. Oui. De toute façon, c'est l'ambition même quand un internaute achète un livre pour découvrir un auteur. Normalement, il a l'humilité de se dire dans sa tête qu'il n'a pas forcément à chaque fois découvrir un génie. Les génies, il y en a 3 par siècle. Bien sûr, mais voilà, il y en a, oui, tout à fait. Moi, mon écriture, c'est essentiellement un travail spirituel que je fais avec moi-même. C'est un boulot. Tout ce que j'aspire à quoi ? À la simplicité, quoi. J'aspire à
Je le disais tout à l'heure, on s'est dit voilà, c'est dommage, je touche un chèque et envoyez-moi de l'argent. J'achèterais un étang au milieu d'une forêt et j'irai à la pêche tous les jours. C'est ça mes aspirations. Enfin, oui, il y a une phrase de Vinci que j'aime bien, c'est la simplicité, la sophistication suprême. Et c'est vrai que c'est... Même moi, je me rends compte qu'avant, j'aimais le cinéma très stylisé. Et finalement, maintenant, un petit film de De Sica qui présente un problème social simple, et ben c'est ce que je préfère finalement. Oui, tu te mets à la simplicité. Mais c'est ça, moi j'aspire à ça. Une grande simplicité. Moi, aller à la pêche tous les jours. Voilà. T'aimes bien la pêche? Ouais. Je connais pas du tout, je sais pas du tout comment ça... C'est le retrait heideggerien. Ouais. C'est-à-dire que si... moi, je donne à la France 15 ans en fait pour se réveiller. C'est-à-dire au niveau nationaliste, c'est-à-dire pour retour des frontières, pour la souveraineté monétaire, voilà, sortir de l'Europe. Enfin, vraiment se remettre en place, quoi. Si dans 15 ans ce n'est pas fait, ça sera foutu. C'est mon point de vue. Après, ça sera pour moi l'effondrement économique ou une catastrophe mondialiste je ne souhaite pas, mais qui va arriver. Et moi, dans ce cas-là, moi, je prendrai ma Gaule, ma femme, mes enfants potentiellement, et puis j'irai au milieu d'une forêt et j'irai pêcher, quoi. Parce que là, la France, ça sera foutu. Le pays mondialiste, c'est un enfer, c'est quelque chose d'infernal. C'est une utopie délirante. C'est le nouveau communisme. Le mondialisme, c'est le nouveau communisme. Voilà. Oui, il y avait un auteur ou un intellectuel russe qui avait dit que l'UE était la nouvelle URSS, quoi. Bien sûr, le mondialisme. Et après, la seule cible, on en a discuté tout à l'heure ensemble, mais c'est l'Europe. Les Américains ne sont pas concernés, les Africains ne sont pas concernés, ils se développent. Oui, alors attention, là on marche un peu sur des œufs dans la mesure où il y a beaucoup de racialistes blancs américains qui vont bondir en t'écoutant, parce qu'ils ont quand même des problèmes raciaux là-bas. La cible, c'est l'Europe. La destruction aujourd'hui, elle se crée où? Le grand remplacement, elle se crée où? C'est chez nous, c'est l'Europe. Et la France, c'est le... Mais les Américains Américains blancs seront en minorité chez eux aussi en 2040, je crois. Ils ont un problème. Tu veux dire que c'est pas un projet chez eux, ça se passe comme ça? C'est tragique. C'est tragique, mais je pense que l'Europe, c'est... L'Europe, déjà, c'est un projet américain. On est d'accord? L'UE, oui, l'UE, c'est un projet américain. Voilà. Donc l'idée, c'est de nous écraser, on le sait très bien. L'idée, c'est de nous répandre, l'idée, c'est de détruire toute identité. Et l'identité française, c'est quoi? C'est le catholicisme. Voilà. Et si tu enlèves le catholicisme de la France, il reste plus rien. C'est un noyau vide. Et à partir de là, à partir de rien, tu peux construire ce que tu veux, quoi. Et tu penses pas que ce sont les gens qui, je veux dire, en respirant cette atmosphère contemporaine, simplement, se sont éloignés de la religion? C'est pas forcément un projet politique, non? Si, je pense que c'est un broche de crâne, mais si, bien sûr que oui. Pourquoi on serait passé de 2 millions de christianisation, et d'un seul coup, tous les jeunes... Je ne sais pas, le progrès, c'est pas classe. Le progrès, tu vois, quand tu es dans un appartement moderne, il y a une télé, on a une caméra, etc. Moi, je pense qu'on les a drainés à devenir des athées hédonistes. C'est c'est Michel Onfray qui parle. Michel Onfray trouve qu'on est dans un pays trop chrétien. Ça, faut... Sans déconner. Oui. Le mec, il trouve qu'il y a trop d'emprise chrétienne dans notre pays. Moi, je fais non, c'est le contraire, mec. T'as rien compris, Michel. Je fais, et lui, il prône l'athéisme hédoniste. D'accord. Et moi, je me dis... Quelle est la différence avec ce qui se passe actuellement, quoi? Nabila, c'est l'athéisme hédonisme. Toute la télévision, c'est l'athéisme hédonisme. Tout le monde est athée et tout le monde est hédoniste aujourd'hui. Tout le monde pense que ça pomme. Donc le fait de prôner l'athéisme hédoniste, c'est ce qui lui permet de passer à France 2. Lui, l'athéisme hédoniste, son projet est rebelle et il pense qu'au contraire, il y a trop de chrétiens en France. Je trouve ça délirant, c'est quoi ton délirant? On voit les chrétiens, les églises sont pleines, c'est sûr. Surtout, on a été dans un beau quartier cet après-midi, c'était à Bercy, voilà. À Bercy, et là, on a vu que des chrétiens, partout c'est envahi. Ouais, des chrétiens des chrétiens d'Afrique, mais très chrétiens, très chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors tu as parlé de tes livres, alors maintenant, comment on se les procure? C'est un chapitre important, parce que les gens souvent me disent oui, t'expliques mal, comment on arrive à avoir le bouquin? Eh ben, deux principes. Alors, j'ai commencé à publier il y a 3 ans dans des revues. Donc, la première revue, c'était Décapage, publié chez Flammarion. Donc je suis rentré en contact avec le directeur de publication de Décapage. Et très rapidement, c'est-à-dire moi j'avais pas internet, j'ai eu internet, hop, direct j'ai envoyé une nouvelle, il me fait ah c'est super, donc je lui ai envoyé tac, et tout de suite j'ai eu une réponse qui m'a dit j'ai aussi une collection chez Storylab. Donc j'ai été publié chez Décapage et ensuite j'ai eu une publication chez Storylab.
Donc, si vous tapez Claude Marion sur Google, vous tomberez sur Le bonheur est une fatalité, c'est ça. Voilà, sur un recueil de nouvelles. Franchement, faut être un grand leurre pour pas le dire en entier. En 20 minutes, ça se lit, quoi. Non, bon, 20 minutes, t'exagères, mais bon. Puis en plus, en disant comme ça, tu vas, les gens vont se dire, ah bah il s'est pas foulé, 20 minutes de lecture, non, c'est plus 45 minutes, 1 heure. Mais après, il y a une ingéniosité dans ce texte, c'est que c'est un recueil de nouvelles et un roman en même temps. C'est-à-dire que c'est des nouvelles, on peut les lire une par une, mais ça raconte une histoire aussi. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant déjà, parce que à la moitié, je me suis demandé, mais est-ce que c'est des histoires différentes ou est-ce que c'est le même personnage? Voilà. Bah, l'idée, c'était ça, c'était de faire un recueil de nouvelles roman. Oui. Enfin, chaque bouquin que j'écris a toujours une économie particulière. D'accord. Donc après, donc en te googlisant, on tombe sur un lien de téléchargement. Tout à fait. Voilà. Claude Marion, hop, et vous tombez sur Le bonheur est une fatalité. D'accord. Chez Storylab, voilà. Alors parle-nous un peu de tes galères d'édition, si tu veux. Ah oui, les galères d'édition. Alors après, une fois que j'ai signé avec Storylab, que j'ai publié chez Flammarion et dans de nombreuses revues, j'envoie très peu de textes à des éditeurs. Ça, c'est un de mes problèmes. Ça coûte du pognon déjà. Oui. Voilà. Souvent, ils le veulent en version papier. Donc. Moi, j'envoie que par mail et, à très peu de gens. Tu sais, je l'ai envoyé à un éditeur qui s'appelle Luquin et qui l'a accepté d'entrée. Je l'ai envoyé par mail. Le lendemain, j'avais oui, ok, j'accepte, c'est génial, c'est super. 1 an et demi après, que dalle. Voilà. Et puis 2 ans après, j'ai reçu des messages où ils demandaient un petit peu la taille de ma queue et tout ça, donc j'ai compris qu'il y avait une promotion Canapé. Voilà. Il y a quelque chose qui a accéléré un peu le processus d'édition. T'as compris pourquoi ça fait 2 ans que tu l'avais dans la vie? Voilà. Donc du coup, mais entre ces 2 ans-là, le truc c'est que j'ai travaillé entre les deux. Oui, bien sûr, évidemment, t'es pas resté 2 ans comme ça au téléphone. Donc du coup, la nouvelle, enfin le roman, parce que c'était un petit roman qui s'appelle... Putain, je me cherche même le titre de mes bouquins, c'est hallucinant. On fera une coupe. Il forniquait, il lisait des journaux. Il forniquait, il lisait des journaux, c'est le titre de la nouvelle, enfin ça fait 100 pages. Et du coup, j'en ai écrit 2 autres et je l'ai remis sous 3 nouvelles réactionnaires. Ah d'accord, voilà. Et que j'ai proposé à 2 éditeurs, dont un est intéressé. D'accord, D'accord, donc pour l'instant, il y a le premier recueil dont on a souvent parlé là. Le bonheur est une fatalité. Qui a également un autre titre aussi, donc tu peux le dire. Ouais, Une raison dans les terres. Une raison dans les terres, voilà. Qui a un jeu de mots sur une saison en enfer. D'accord. Ah oui, c'est pas mal, un copain. Avec. Ah, Rimbaud est très important pour toi, hein, vraiment. C'est mon premier amour de jeunesse. Moi, je suis pas pédé, tu vois. Ouais. Mais donc je suis hétéro à 100%, voilà. Mais par contre, il y a des hommes que j'aime. Et Rimbaud, moi, c'est toute ma jeunesse, c'est toute mon enfance. Voilà, c'est fou comment on peut être ami avec des gens morts il y a 200 ans. On peut avoir cette sensation d'amitié intellectuelle. Et la littérature sert à ça. D'ailleurs, la lecture, le roman, d'ailleurs, sert à ça. La lecture, c'est partager. Là, en ce moment, je lis Paresse. Oui. Moi, voilà. C'est un auteur national bien. Mais voilà, en ce moment, je le lis. Et ce qu'il me dit me fait du bien. Ça me rassure et tout ça. Pour moi, la lecture, c'est vraiment un rapport d'amitié, mais à travers le siècle, quoi. Voilà. D'accord. Mais très bien. Alors, dans la 3e partie, je vais poser quelques questions un peu pour en apprendre un peu plus sur ta personnalité. Je pense que quand on interviewe. Je suis pas un pervers narcissique. Mais non, quand on interviewe un auteur, c'est bien de le connaître en profondeur pour entrer en sympathie avec lui, tu vois quoi. Donc je vais faire ça. Et puis je te poserai aussi quelques questions sur l'actualité. Ok ? Oui, tout à fait. L'actualité, ça me plaît. Très bien. Restez avec nous, ça va être bien. Écoute, ça c'est comme ça que ça se passe ici là. Attention dans mes récits, s'agit pas d'une impression. Et dans ce à pression, la vie à 100 à l'heure. Ni que t'as lu des classes, ta race et ta couleur. Des putes, des cassos, des putains de branleurs. Ça pue la merde, la gauche a tué tous les hommes d'honneur. Prions pour que la mort, les femmes, la France retrouve ses valeurs. Prions pour que la mort, les femmes, la France retrouve son honneur. On bande devant les convois, Caston molaire sur le code pénal. Y'a des mollards sur vos lois de pédale, morale s'est fait violer. Plus de valeur, des podiums pour les voleurs. Peu d'hommes d'honneur. On bande devant les convois, Caston molaire sur le code pénal. Y'a des mollards sur vos lois de pédale, morale s'est fait violer. Plus de valeur, des podiums pour les voleurs. Peu d'hommes d'honneur. On bande devant les convois, Caston molaire sur le code pénal. Y'a des mollards sur vos lois de pédale. 3e partie de Vive l'Europe avec Claude Marion. Nous allons aborder les questions d'actualité, plus ou moins récentes, en fonction de... Tu sais, comme je ne sais pas encore quand je vais diffuser l'émission, j'essaie de brasser large. Et j'ai droit à 3 jokers. 3 jokers, ah oui, 3 c'est beaucoup, attends, j'ai peut-être 7 questions alors. J'ai 3 jokers. 3 jokers, bon, d'accord. C'est quoi les jokers? C'est coup de fil à un ami quand tu sais pas répondre, c'est ça? Voilà. D'accord. On sait jamais. Ok. Alors, le Brexit a eu lieu, super.
victoire, on va dire. Oui, victoire symbolique pour nous victoire autres. totale à l'origine, oui. D'ailleurs, je crois que quand on s'est vu, la première fois, le Brexit n'avait pas été voté, on en a parlé. Et moi, j'y croyais pas. Je pensais que ça allait sombrer et tout ça. Et du coup, ça a marché. Je me dis, c'est une grande victoire pour tous les nationalistes. Et... Alors, certes, c'est une victoire au moins symbolique, mais et après, on a l'impression que tout le monde a oublié ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Brexit, maintenant, plus personne n'en parle. Fait. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Pourtant, c'est a raison de dire. On étouffe le Brexit, c'est pour pas que d'autres pays ou d'autres gens se disent on peut sortir de l'Europe. Ah, tu vois que c'est ça, toi? Bien sûr, c'est évident. Bah oui, sinon, oui, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit que les bourses allaient s'effondrer? Oui, ce n'est pas arrivé. Voilà, c'est pas arrivé. Non, mais voilà, rien ne s'est passé en fait. Oui. Donc c'est possible de sortir de l'Europe. Oui. C'est tout à fait possible. Oui, c'est vrai, c'est la preuve par l'exemple qu'en fait on ne va pas au pandémonium. Tout à fait, oui, voilà, parce que ça va être ça. En 2017, quand Marine Le Pen va être au second tour, ça va être ça les questions. C'est tout va s'effondrer, mais non, le système ne va pas s'effondrer du tout. Oui. Et tu penses que ce Brexit aura une influence à moyen ou à long terme sur la politique migratoire de l'Angleterre, parce que ils sont quand même bien dans le bourbier de l'immigration, quoi. Alors ça, je sais pas, Daniel, tu vois ça comment? C'est-à-dire que, je veux dire, moi qui suis allé en Angleterre quelques fois, j'ai pu constater que la situation, pour moi, au niveau de l'invasion ethnique, migratoire, est similaire à ce qu'on vit en France, quoi. Ah oui, moi j'ai travaillé de 1 an en Angleterre, je faisais des marchés... Et tu crois que le fait qu'ils soient sortis de l'Europe, ils pourront reprendre ce contrôle-là, le contrôle de leurs frontières? Ah non, je pense que c'est pas du tout les enjeux. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est-à-dire que même les gens on est d'accord que les gens qui ont voté pour ce Brexit, pour la sortie de l'Union Européenne de l'Angleterre, au fond d'eux, c'est ça qu'ils ont exprimé, quand même, ce désir vraiment de... Je pense qu'ils ont exprimé le refus de l'immigration de masse, mais je pense pas que le Brexit entraîne ça. Ouais. Donc alors, à quel titre il faut s'en réjouir? Parce que c'est quand même... en fait, il faut s'en réjouir pour le simple fait que c'est possible de sortir de l'Union Européenne. C'est possible, sans que ça fasse... sans que la bourse s'effondre, sans que l'économie s'effondre. C'est juste possible. Et que si un parti national arrivait à faire sortir, par exemple, la France... il n'y a pas de parti national sans sortie de l'euro. Oui. C'est une condition nécessaire mais non suffisante. Quand tu prends la ligne de Marine Le Pen, c'est complètement absurde. Elle dit, donc, normalement, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est 1, la sortie de l'Europe, 2, le retour à un franc, c'est-à-dire une politique monétaire un peu préviable, le contrôle des frontières, ça c'est les limites qui sont données, c'est tout ce qu'on demande en tant que nationaliste. Voilà. Or, Marine Le Pen, elle demande quoi? Elle dit, je vais me faire élire et après je ferai un référendum sur l'Europe. Alors que le référendum, c'est déjà une élection. Oui, mais tu sais bien que quand elle dit ça, c'est qu'elle sait très bien qu'à partir du moment où le peuple français l'a mise sur le trône de la présidence, il va ensuite... 6 mois après, mais bien sûr que non. Justement, elle serait capable de se faire élire et 6 mois après, il y aura un référendum, et puis le référendum, ça sera non. C'est-à-dire, on reste dans l'Europe. Mais si elle est présidente... Marine Le Pen, elle est pas comme une conne avec son programme, elle peut plus rien appliquer, quoi. Alors, que devrait-elle faire? Elle devrait... La première chose à faire, c'est sortir de l'Europe, retrouver une politique monétaire viable. Toi, tu penses qu'elle devrait inscrire dans son programme le fait que du moment qu'elle est présidente... Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est évident, et ça sera le seul parti en 2017 qui proposera la sortie de l'UE, mais clairement. Et ça sert à quoi de se faire élire pour ensuite faire un référendum qui pourrait te contredire en fin de compte? Et alors là, à ce moment-là, si elle fait ça, les gens de l'UPR commenceraient à voter pour elle alors. C'est vrai. l'UPR. J'aime bien Asselineau, je regarde ses vidéos. Je le déteste, à un point de haine, tu peux non, mais je veux dire... Je le trouve pertinent sur le Dalai Lama, il a ouvert les yeux par exemple. non, mais il peut avoir raison sur plein de sujets, mais c'est son âme en fait que j'aime pas. Ce côté, tu sais, genre, moi j'incarne la subversion, et les autres non, tu vois quoi. On peut quand même pas dire que le FN est un parti de système quand même, quoi. Le système lui crache dessus à... Non, mais je suis pour le Front National, j'encourage à tous les gens qui nous regardent de voter pour le Front National. Chez Asselineau. Non, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui. Après, la problématique, c'est du programme. Moi, j'étais plus Jean-Marie que Marine, voilà. Oui, je suis plus Marion Maréchal que Marine, voilà. C'est des positions, un peu civitas, un peu catho, voilà. Mais par contre, ce que je reproche à Marine Le Pen, c'est, elle dit, votez pour moi en 2017 et ensuite on fera un référendum. Mais ça sert à rien. Autant qu'elle se présente en présentant la sortie de l'Europe, qui est une prérogative à tout. C'est-à-dire, pour s'en sortir, il faut qu'on sorte de l'Europe, il faut qu'on retrouve une politique monétaire, il faut une politique forte. Donc voilà. Et ça, sans la sortie de l'Europe, c'est pas possible. Finalement, je parle de facto, mais il y a un manque de couilles. Oui, il y a un manque de couilles politique chez Marine Le Pen, qui avait chez Jean-Marie. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus proche du père, bien sûr, du grand-père, non du père. Du père. Oui, voilà. Moi, je regarde chaque semaine
C'est les carnets de bord. Oui, c'est carnet de bord qui sont toujours très instructifs. Voilà, voilà. Et voilà, moi je me sens très proche de Jean-Marie Le Pen, voilà, mais de Marine, voilà. Et d'ailleurs, elle échouera en 2017, il y aura un front républicain énorme avec tambour et trompette, et ça sera au dehors des fascistes, et puis à TF1, à la météo, et tout le monde. Ça ne marchera pas, ça sera en 2022. Ouais. Voilà. Le Front National passera en 2022, et ça, je le dis là devant des caméras, voilà, en 2022, le Front National passera, et je pense même pas que ça sera Marine Le Pen. Ça sera soit... Alors, quand même pas Marion à 32 balais. Soit Philippe Popo, soit Marion Maréchal Le Pen. Tout le monde a cette théorie, moi j'arrive pas à y croire. Enfin, plus exactement, Marine Le Pen, j'arrive pas à croire qu'un front Philippot Philippot puisse être élu. C'est pas possible, il est trop antipathique ce mec. Ouais, et puis il a travaillé avec Chevènement. Oui. Bon, en même temps, il a des dons, c'est un très bon orateur. Peut-être que la France, en termes de dialectique, le mec, c'est ce qui permettrait à la France non nationaliste d'enfin mettre le bulletin FN. Oui, voilà. Bah, il sert à ça. D'ailleurs, c'est quoi son boulot? C'est de faire voter les homos, de faire voter les francs-maçons, de faire voter les républicains. Voilà. Ils sont très nombreux. Philippot, il sert à ça. C'est ça. C'est un fin dialecticien. C'est un bon animal politique, voilà. Ce genre. Mais par contre, Marion Maréchal Le Pen, elle a un véritable avenir politique. Et je pense que plus important que Marine, voilà. Ouais. Malheureusement, à l'âge où elle aura la maturité politique, à 40 ans. Et alors, on va. Non, mais je veux dire, t'es conscient quand même que. Daniel, dans 15 ans, et pourquoi ça sera très difficile. On pourrait pas avoir un président de 30 ans, 35 ans? Ah, ça par contre, d'accord. Mais moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est pas à l'âge qu'a Marine aujourd'hui que Marion pourra être élue, parce que simplement, il y aura plus assez de blancs pour voter pour elle. C'est évident, non? Tu crois pas? Bon, là, tu vivras la démographie. Oui, si, c'est pertinent ce que tu dis, mais. Marion Maréchal Le Pen, moi c'est mon poulain. D'accord. Ok. Tu sais qu'elle est célibataire maintenant. Toi qui dérive quand même. Oui, je la trouve mignonne en plus. Qui ne la trouve pas mignonne? Elle a un léger strabisme, mais qui est tout à fait excitogène. Excitogène, excitatoire. Des fois t'inventes des mots. Alors là, on est sur du sérieux. Il y a énormément de musulmans sunnites en Angleterre. Non. Oui. Oui, c'est-à-dire que t'as des gens pour qui c'est pas clair. Non. Déjà développe. Ah bon, il y a beaucoup de musulmans. Alors il y a énormément de musulmans sunnites en Angleterre, en France, en Belgique, bientôt en Allemagne, si la Merkel elle continue. La Merkel elle a fait vraiment des coups de salope. Voilà. Est-ce que tu penses qu'avant la reconquête, nous vivrons sous un califat comme l'a plus ou moins prédit Welbeck dans Soumission? Non, je sais pas. Mais attends, est-ce que c'est ton cœur de catho qui parle ou ta raison politique? Non, ça n'arrivera jamais, ça sera la guerre civile avant. Ça pètera. Mais bien sûr, ça n'arrivera jamais. J'ai entendu, j'ai vu, l'autre coup j'ai googlisé un truc, et j'ai vu des jeunes maghrébins qui brûlaient le drapeau français en disant la France aux Arabes. Oui. Ça n'arrivera jamais, ça pètera. Il y aura une guerre civile. Moi je crois à la guerre civile depuis que j'étais en 5e, et je disais déjà ça. J'avais 14-15 ans. Quoi, oui. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. D'accord. Il y a encore des réserves vives, j'espère, quoi. Si dans 15 ans ou 20 ans, on m'a donné tort, là, j'irai à la pêche. Comme je te dis, je prendrai ma baraque, j'irai pêcher, quoi. Mais je pense qu'il y a encore des énergies dans ce pays, quoi. C'est juste pas possible, ça n'arrivera pas. Alors, puisque tu parles de guerre civile, on va un petit peu te parler d'égalité et réconciliation. Est-ce que, comme eux, tu penses que la stratégie d'apaisement des tensions ethnico-confessionnelles est la bonne? En tant que catholique, l'islam c'est quoi finalement? C'est un allié de circonstance, un ennemi éternel? Non, en fait, la notion de réconciliation était pertinente il y a 30 ans. Oui. D'accord. Il y a 30 ans. Donc maintenant, c'est complètement absurde. L'égalité et réconciliation, c'est, Soral, c'est des bonnes analyses et tout ça, mais en fait, la réconciliation n'est plus possible. L'islam, c'est quoi pour un catholique? C'est une hérésie. Oui. Une hérésie totale. C'est-à-dire, en termes de foi et de croyance, c'est une hérésie totale. Donc moi, quand je vois des musulmans prier, pour moi, ils prient soit un démon, soit une idole. Et donc on peut pas prier en tant que... Alors, quand on parle de religion, il faut toujours, on marche sur une piste vers glacée, quoi. Il faut expliquer aux gens que, en fait, ce que tu dis est banal. Tu es en train de dire que A est égal à A. Tu expliques que quand on est catholique, on considère forcément que tout ce qui n'est pas catholique est dans le faux, ce qui est logique. De la même manière que quand on est musulman, on estime que les catholiques sont prient un dieu en carton-pâte. C'est ce qu'ils pensent de nous. Nous, quand ils nous voient parler au petit Jésus, ils pensent qu'on est des mécréants, on est des fous, des hérétiques. Voilà. Moi, je pense la même chose d'eux. D'accord. Donc il peut pas y avoir une collusion, c'est impossible, parce que théologiquement, c'est impossible. Oui. En fait, quand tu es catholique, tu penses que l'islam, c'est une hérésie chrétienne. D'ailleurs, on sait que c'est une hérésie chrétienne. Comment c'est né Mahomet, il n'est pas né de nulle part. Il y a eu
nomades chrétiens avec qui il a discuté, et c'est comme ça qu'il a créé le Coran, quoi. Non, j'ai jamais entendu cette théorie. Parce qu'on dit souvent, tu sais, les gens qui critiquent l'islam disent que l'islam est une création juive, ce que je ne crois pas, mais... Tu penses que ça va Mahomet, en fait, il a rencontré des caravanes chrétiennes, et donc il a discuté avec eux, et ils lui ont raconté l'histoire de Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, puis le Nouveau Testament, puis Jésus et tout ça, et lui, il a fait son bouquin, tu sais, voilà, c'est des récits. En fait, à l'origine, l'islam n'était qu'une hérésie chrétienne. Ce n'était que cela. Et il a fallu beaucoup de temps, déjà, pour que le nom de Mahomet arrive dans le Coran. C'est-à-dire, le Coran a été écrit, réécrit, tu sais. Et à l'origine... Attends, tu es sûr de ça, ce que tu entends raconter? Oui, c'est ma conviction profonde. Oui. Bah, c'est une conviction, c'est pas... Non, c'est la vérité. Le fait que le Coran a été réécrit, j'ai jamais entendu ça. Par qui? Où? Quand? On le sait, avec le califat, vas-y, mais beaucoup disent la même chose. Je suis pas un islamophile du tout, je suis un islamophobe. D'accord. Mais on le sait. Tu avais 7 Corans. Le Coran n'est pas. C'est un texte, c'était écrit, réécrit. D'ailleurs, il suffit de le lire. Tu vois très bien. Ça parle de l'Ancien Testament, ça parle de Jésus, donc c'est une réécriture. Non, mais je suis d'accord. Mais les musulmans disent la même chose à propos de notre livre. Le fait que les évangiles ont été écrits, qu'il y a plusieurs versions. Oui, mais ça on l'assume, nous. Oui. Ah oui. Bah oui, on l'assume. Bah nous, on a 4 évangélistes, on sait très bien que ce sont des hommes influencés par l'Esprit Saint. On n'a jamais dit que c'était le texte de Dieu. On s'est jamais permis ça. Quoi. Tu veux dire que la sanctification du texte, qui est propre aux musulmans, nous ne l'avons pas vraiment directement. Bien sûr que non. Nous, on a les évangiles, elles ont été écrits par des témoins, par des gens qui ont été influencés par l'Esprit Saint, voilà, cet esprit, quoi. Et voilà, qui ont écrit leur texte. Parce il y a un travail de l'humain. La religion. Et nous, on l'a dans le Nouveau Testament. Eux, ils pensent que le texte est tombé comme ça du ciel. Il suffit de lire le Coran pour voir que Là, il va falloir que je bip là. On bipera pour ta propre sécurité. Non, mais si, c'est belliciste, c'est haineux, c'est pas du tout la vision de Dieu des chrétiens. On peut pas prier le même Dieu. Quand tu es chrétien, tu crois à un Dieu universaliste, tu crois à un Dieu d'amour. Et quand tu es musulman, non, c'était pas du tout le cas. C'est un Dieu belliciste, haineux, agressif. Voilà. Le côté colérique. Partout où va l'islam, c'est la guerre. Enfin, tu remarqueras ça. C'est-à-dire, quand ils sont entre eux, sur un pays particulier, ils sont que musulmans, ça va. Mais par contre, des minorités, ils se font massacrer, tu sais. Parce que dans l'islam, t'as une pyramide. C'est-à-dire, t'as le musulman en haut, et ensuite t'as les autres, voilà, les chrétiens et tout ça, qui doivent payer d'ailleurs du pognon, pour être tranquille, voilà, et après tu tombes sur les animaux, quoi. C'est un peu comme le judaïsme, où t'as la race élue, ensuite les autres, quoi. Chez les chrétiens, il n'y a pas ça. Chez les chrétiens, c'est finalement, quand on parle de réconciliation. Par contre, ça. De quoi? Le moment où il faut. Ah bah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? En fait, c'est un peu, je vois ce que tu veux dire, c'est illusoire de croire en une réconciliation, alors que finalement, la main tendue, elle est que dans un sens. Bien sûr, c'est impossible. Le EER, égalité et réconciliation. Moi, j'ai payé 20 €, tu vois, parce que plutôt que payer la redevance télé, je me suis dit c'était plus intelligent de filer 20 € EER. Parce que je considère que c'est un bon site d'information. Voilà. J'apprécie Soral pour ses analyses et tout ça. Après, la réconciliation, c'était il y a 30 ans et c'est plus possible. Lui qui se veut comme un devin qui voit l'avenir, il se plante complètement. Voilà. Soral, c'est quoi? C'est un bon compilateur et un bon vulgarisateur. C'est un mec qui lit beaucoup et qui vulgarise. Et ses bouquins, c'est ça. Comprendre l'Empire, c'est de la compilation et de la vulgarisation. C'est pas le mec... Le Tarantino de l'intellect, un peu, quoi. Voilà, compilateur et vulgarisateur. Mais c'est ça qu'il a Soral. C'est pas un grand styliste, c'est pas un grand écrivain. Il lit, il compile, il vulgarise. Et comment perdre toutes ses chances d'être édité par Contre-Culture en véritable avec Claude Marion? Bon, là, je suis foutu avec Alain Soral. Mais pourtant, c'est la vérité. Et même lui, il peut l'admettre. Mais il est stalinien, il aime pas la vérité quand elle est contre lui. Tu sais ce qu'il va dire, Alain Soral? Il va dire, oui, mais regarde, il fait pas 2 mètres, il fait 1m80, parce que je suis 1m80, tu sais. Il va dire, il a un micro-pénis. Il a une petite bite. Voilà. On vérifiera après l'émission. Bah oui, j'ai une petite bite, Alain. Alors, non mais c'est vrai, après, Alain Soral, j'aime beaucoup ses analyses, c'est vrai, j'ai ses bouquins, j'ai lu Dragueur, j'ai lu son bouquin même, l'histoire d'Avorien, qui est le roman d'Avorien, c'est franchement pas un bon roman, et j'ai lu... Par contre, il est très bon dans les essais, dans le... Enfin, l'ABCR de la BCT. Oui, mais voilà, moi ça me plaît, c'est-à-dire j'aime Alain Soral, j'aime le lire et tout ça, voilà, mais après, quand il fait ce qu'il fait avec Dantec, c'est-à-dire de considérer qu'un type, parce qu'il fait pas 2 mètres comme Monsieur Soral, et qu'il porte pas des grandes boxes comme ça en photo, c'est une petite bite... ça me fait doucement marrer, quoi. Enfin, moi, j'ai vu des mecs qui faisaient 1m60 et qui avaient un sexe plus gros que toi, là.
Oui, c'est pas lié, quoi. Tout ça n'est pas... Non, voilà. Non, mais après, c'est la seule chose que je reproche à Soral, c'est ça. C'est son... Il parle de pudeur helléno-chrétienne, mais lui, non. Enfin, la pudeur helléno-chrétienne... Voilà, petite oui. Il faut être en accord avec ce qu'on dit. Quand il parle de Dantec, il dit la revanche d'un avorton. C'est très drôle parce que un avorton, la revanche d'un avorton, ça vient de Saint Paul. C'est-à-dire quand on lit le Nouveau Testament, dans les lettres de Saint Paul, Saint Paul se considère comme un avorton, lui. Et la revanche d'un avorton, c'est l'histoire de Saint Paul. Donc en fait, Dantec, il fait la même chose. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne considère pas comme un fait sociologique le fait que Dantec est parti, entre autres choses, parce que sa femme s'était fait agresser par des immigrés en réalité, quoi. Tu vois, donc oui, voilà. Mais pourquoi le dire qu'il a une petite bite? Enfin, il l'a vu. Pour discréditer, c'est toujours pareil. C'est comme les gens qui. C'est triste. Quand un gauchiste veut discréditer, tu vois, un tyran. Mais Soral, il pourrait dire la même chose de moi. Il me voit, il dit, il fait 1m80, il fait quoi, 70 kg? Je fais 70 kg à 1m80. Et donc Soral, il fait 2 mètres, donc j'ai une petite bite aussi, quoi. Ouais, écoute. Bon, alors, changeons de question. Disons, sur l'islam, t'es pas allé de main morte, hein, Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a un passage d'environ 15 secondes où je vais mettre une musique apaisante. On va parler d'enfants. Les gens qui lisent sur les lèvres pourront dire tu m'as choqué, la vérité, tu m'as choqué. Alors, est-ce qu'une insurrection populaire ou des manifestations sauvages, on va dire, spontanées, j'arrive plus à parler, c'est l'alcool, putain. C'est sûr qu'il boit plus que d'habitude. Comme jour de colère. Attends, je répète ma question. Est-ce qu'il y a un truc comme jour de colère pour exiger la démission du gouvernement, est-ce que c'est possible, oui ou non, dans la France d'aujourd'hui, à ton avis? C'est sûr que non. On va savoir. Tu m'as dit tout à l'heure que les Français, ils allaient, à un moment donné, ils allaient réagir. Oui, mais pas tout de suite. On est encore très loin de ça. Ah, tu crois? Ah oui. Là, c'est pas du tout près. 2017, là, les élections, ça va être le front républicain contre Marine Le Pen. Tout le monde va sortir dans la rue. Il faut encore 10 ans. D'accord. Au moins 10 ans. 10 ans de galère. Ah oui, 10 ans. Alors, on dit souvent que les Français sont léthargiques, mais est-ce que ça n'est pas aussi les leaders d'opinion qui le sont? Je pourrais même presque m'inclure là-dedans. Pourquoi? Moi, je me demande toujours pourquoi, par exemple, F2 Souche ou Soral, qui sont sur deux lignes assez différentes, mais qui ont aujourd'hui le leadership, c'est-à-dire que, on va dire, pour la droite patriote, tout à fait, F2 Souche, Soral est très voyant, Soral a le leadership, tout à fait. Ils sont utiles d'ailleurs. Ils sont toujours des gens du monde. Une vidéo de Soral finit toujours à 300 000, 400 000 likes minimum. Je veux dire. Pourquoi ils ne nous poussent pas à défiler dans les rues, ces gens-là, à faire des sittings devant l'Elysée, à faire des trucs? Ça sert à rien. Mais comment ça sert à rien? Tu penses pas que si Sautarel, il disait, voilà, un prêtre a été égorgé, je vous demande à tous d'être présents, place du Trocadéro à 20 000 personnes, il va pas qu'il y aurait 20 000 personnes, quoi? Daniel, je pense que il y aura un réveil en France quand il va y avoir une deuxième crise. Ça, il y a eu la crise de 2007, financière, donc, et je pense qu'il va y avoir une deuxième crise qui va arriver, donc là je ne suis pas Nostradamus, mais dans les prochaines années, on va dire, dans les 5 ans à venir, voilà, il va falloir une grosse baisse de revenus, c'est-à-dire un petit peu comme qu'on soit bouffé à la même chose que les Grecs. Oui. Voilà. C'est quand même lamentable qu'il faille, qu'il soit nécessaire. Oui, mais l'histoire est faite comme ça. C'est quand les gens auront faim qu'ils sortiront dans la rue. Enfin, surtout les gens de notre affinité, quoi. Enfin, les nationaux, il va falloir qu'ils ont avoir faim. Oui, voilà. Bien, voilà. Il faudra une deuxième crise. Je pense qu'elle va arriver. Après, on peut vivre un effondrement économique comme ce Gargeux, là. San Giorgio, on le salue d'ailleurs. Oui, on dit bonjour, mais moi j'aime beaucoup. Mais ces gens-là ont certainement raison. Il faut un effondrement économique pour qu'il y ait une prise de conscience. Pour l'instant, ils sont dans leur confort, ils sont sur leur lit divan, ils ont leur télé. Ça leur suffit, quoi. Ça, c'est vrai. Ok, c'est triste, hein, mais bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te poser cette question, mais j'ai envie de te la poser. Les Américains sont-ils des Européens ethniques encore aujourd'hui? Non, exactement. Excuse-moi, je me suis trompé. Les Américains sont des Européens ethniques à la base. Les Américains blancs. Oui, oui. Mais sont-ils des Européens mentaux? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, Trump, c'est un blanc européen ou il y a une différence maintenant de nature? Trump, c'est la grande chance des États-Unis. Moi, je suis pro-Poutine d'abord par rapport aux Russes. Je considère que les Russes ont la chance d'avoir un président qui soit un vrai Russe. C'est-à-dire qu'il représente l'esprit de la Russie et tout ça. Et je trouve que Trump est un vrai wasp. Un vrai Américain. Voilà. Et je me dis, les Américains, moi, si j'étais Américain, je voterais Trump tout de suite. Mais on l'a dit, les États-Unis au niveau politique nous nuisent énormément. Comment créer ce pont avec finalement ce peuple frère sur un plan racial, tu vois? Ce peuple frère qui nous a dominé depuis 1945 avec l'invasion culturelle. Enfin,
la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a été une invasion culturelle. C'est pas une colonisation par le territoire, c'est une colonisation par l'esprit. Est-ce que ça fait pas bugger le logiciel racialiste d'imaginer que des gens qui sont un peu d'un sang frère, même parfois d'un sang égal, si Trump passe, je pense qu'on pourra mieux discuter avec les États-Unis. D'accord. Voilà, parce que pour l'instant, les Américains considèrent l'Europe en fait comme une arrière-zone, c'est-à-dire ce sont des subordonnés. Nous sommes subordonnés, on voit la guerre avec la Libye, la Syrie, on est les subordonnés des Américains. Si Trump passe, on pourra vraiment discuter avec eux, et je pense même que si Trump passe, on pourra discuter avec lui et Poutine. Mais tu crois pas qu'il va se faire plomber, Trump, s'il passe? Je pense qu'il y a très peu de chances que Trump passe, parce qu'il va y avoir un Trump bashing à mort, voilà. Mais s'il passe, ça serait une... Ouais, ça serait super. Enfin, on pourrait discuter avec Poutine, avec Trump, avec un véritable Américain, un véritable Russe. Et nous, on sera moins les subordonnés. Enfin, voilà. Oui. Non, mais oui. Je pense que tu es d'accord ou pas? Ah oui, je me moquais pas de toi, je rigolais sur cette... Je cherche. Toi, qu'en penses-tu, toi? Non, je suis d'accord, je suis exactement d'accord, mais j'aime bien cette expression véritable Russe, véritable Américain. Ce serait bien qu'un jour on ait un président véritablement français, quoi. Oui, Ce serait pas mal. On a eu Hollande le marin, Sarkozy le... Oui. Ouais, je suis vraiment catholique. Je suis catholique. La vérité, je suis catholique. Moi, ça Chirac était français. Ouais, Pompidou. Pompidou, super, c'est lui qui nous a vendu aux banques américaines. Ouais. Pompidou. Heureusement, il est mort assez vite. Pétain, qui était... Bon, on peut se penser ce qu'on veut. Après, voilà. On peut en penser du bien. Mais des militaires, en fait, les deux derniers présidents qu'on a eu de crédibles, c'est Pétain et De Gaulle. Oui. Et c'était tous les deux des militaires. Oui. Ça donne à réfléchir. C'est vrai. Sur ta ligne à toi, qui est plutôt fasciste, ça donne à réfléchir. Oui. Tu dis les deux vrais présidents qu'on a eu. Est-ce qu'il faudrait pas un chef des armées véritable en haut de l'échelle? Alors, je vais finir par le questionnaire Conversano. Les gens me réclament souvent. En général, je le propose à des auteurs ou des intellectuels déjà confirmés. Mais dans ton cas, de gauchiste? Non, parce que c'est pas, je fais plus trop l'interview gauchiste. J'essaie de renouveler mes questions en fait, quoi. Mais non, je vais te faire le questionnaire Conversano pour en savoir plus sur ta personnalité, tu vois. Oui. Donc, hésite pas. C'est des questions assez sensibles, assez personnelles. Donc, hésite pas. Si tu veux pleurer, vas-y, je t'en prie. Oui, j'ai 3 bonus tout le temps que j'ai pas utilisé. Non, mais en général, quand j'aurai plutôt des gens de plume, des artistes, je leur poserai ces questions-là. Alors, première question, quel est ton premier souvenir d'enfance? Quand j'apprends à marcher. Ah oui. Non, tu te fous de moi, tu te rappelles quand tu... Non, mais oui, j'assure ça, j'ai des souvenirs quand j'apprends à marcher. Tu te rappelles quand t'as appris à marcher? Oui, à marcher, mon premier souvenir, c'est ça. À quoi? À 1 an? J'ai 1 an, ouais. Tu mens? Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai cru que c'était faux. Je mens. Il ment. Si, c'est vrai. Si, j'apprends à marcher. Incroyable. Et tu te souviens de l'état émotionnel qui était le tien? Oui, je me rappelle, je vois même l'endroit et tout ça. Ouais. D'accord. Bon. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'heureux? Non. Non, je fais avec la vie, quoi. Voilà. Mais la joie... C'est triste, Non. Non. Vas-y, continue. La joie, pour moi, avoir avec l'idiotie, c'est le bonheur avec une fatalité, c'est ça que ça veut dire. Content. Oui, voilà, je suis pas... C'est bien la France. La beauté dans le tragique. D'accord. À travers la tragédie... C'est-à-dire que quand t'es de gauche et que tu penses qu'il n'y a pas trop d'immigrés en France, t'es bien, quoi. Voilà. Il n'y a pas plus qu'en 1960. Et c'est ça le bonheur avec une fatalité, c'est les gauchistes. Oui, exactement. C'est le bonheur. On est bien, mais... Alors attention, parce que ta petite femme te regarde. Quelles sont les qualités que tu préfères chez une femme? Je parle de qualités humaines plutôt. Hein. La fidélité, l'intelligence. Il faut qu'elle soit capable de me suivre. Oui. Donc là, c'est très prétentieux ce que je dis. Non, je suis d'accord avec toi sur l'intelligence, même l'intelligence de vie. Ouais, les valeurs spirituelles. Donc tu dirais intelligence, valeur, et tu as dit quoi le premier truc que tu avais dit? Je me souviens plus. Fidélité, ah si, oui, fidélité, c'est quand même important. Ouais. Et en 5e position, bien sûr, la fellation. Tu es fou. En fait, tu me fais rire parce que t'es un des rares invités dont je n'arrive pas à imaginer les réponses, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça. Mais oui, c'est important, moi je le mets en 3e. Alors, question suivante. Le coin de France où tu te sens le mieux? En Normandie. D'accord. Je suis normand, dans la forêt normande, la campagne, moi je suis né dans une ferme. D'accord. Donc, oui, avec Rennes, donc tu... Non, en fait, je suis né en Normandie, dans une petite ville, mais je suis né dans un corps de ferme. D'accord. Ok.
Avec un cheval, des lapins, des Finalement, on n'est jamais si bien que là où on est né, quoi, en général. Oui, voilà, tout à fait. Non, mais je pense que c'est naturel. C'est là où on se sent bien. Moi, la forêt d'Andenne, si tu connais la forêt d'Andenne en Normandie, Oui. c'est ça mon idéal. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pareil. Comme je viens de Grenoble, j'ai beaucoup de mal à vivre dans une ville qui n'est pas entourée de montagnes, par exemple, quoi. Ça paraît très curieux. Non, c'est vrai. Quand tu as un coup de moins bien, quel genre de film ou de livre tu aimes bien revoir ou relire? Orange Mécanique. Quand tu as un coup de moins bien, tu te remets Orange Mécanique. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'aimes Là, c'est un film qui est. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je suis très fan de Stanley Kubrick. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, si, ça me renvoie à mon énergie de jeunesse. D'accord. C'est ça, le truc. Et après, tu vas tabasser des clochards roms, c'est ça, quoi? Non. Pas tellement. Et après, le livre, Pas ça trop. sera Une saison en enfer de Rimbaud, forcément. D'accord. Là, je parlais vraiment des trucs quand tu as un moment de tristesse, de nostalgie, vraiment. Oui, c'est ça. Tout à fait. Moi, je suis honnête avec toi. Ah, c'est génial, quoi. T'as un vrai faf mental, quoi. Tu te mets Orange Mécanique pour te réveiller, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Moi aussi, c'est Avec Beethoven à oui, oui, 300 j'adore décibels. Beethoven, j'adore Bach. J'écoute essentiellement en musique, on va dire, à 70%, j'écoute ce qu'on appelle du classique, ce qui n'est pas du classique en fin de compte, c'est Ouais. du romantisme, tout ça. Et je suis un grand fan de Bach. Oui, c'est la musique instrumentale de 1600 à 1900, quoi, en gros. Oui, voilà. Ouais. Jusqu'à Schoenberg, j'aime bien Schoenberg encore. Et après, j'écoute essentiellement du jazz, j'aime bien. Je D'accord. suis un grand fan de Miles Davis. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que je suis pas un racialiste. D'accord. Parce que moi, je considère les blancs qui écoutent du jazz comme des handicapés physiques. Ouf. C'est mon point. Miles Davis, tu penses ça, Miles? Non, j'aime rien en jazz. Miller, En fait, j'arrive pas à identifier une ligne mélodique. Ouais. J'arrive pas en fait à marcher dans la rue et resiffler ce que j'ai écouté en jazz. J'en ai conclu que ça rendait ça. Non, alors c'est une musique contemplative en fait. Compte. Il faut. On y reviendra. On en reviendra. En dehors de cette vidéo. Une émission spéciale. J'inviterai Nab pour parler de jazz. Ah, On oui, aura assez Nab, de ce venir. serait- tu crois que Nab il viendrait? C'est intéressant. Pourquoi il ça. viendrait pas? Bon, ce serait Il a moins de intéressant. likes que moi, il a plutôt Ouais, intérêt à c'est- venir. avec ses petits pulots verts et puis ses petites écharpes. Elle est belle ton écharpe d'ailleurs. Alors oui, j'ai oublié de dire pourquoi je porte cette écharpe depuis le début, j'en s'en fout. C'est la femme d'un ami qui me l'a tricotée. Elle est fantastique. Ouais, très bien. Elle porte pas trop. En fait, c'est à la fois une écharpe d'hiver, mais j'arrive même à la supporter en été, c'est ça qui est impressionnant. Elle a des propriétés magiques. Donc c'est la femme de Dominique, je ne connais pas le prénom de ta femme, mais je la remercie encore. Ça me touche beaucoup les cadeaux, tu sais, tricotés à la main, Ouais. c'est magnifique. Alors, 2 questions pour terminer. Si tu devais sauver une œuvre d'art, une seule, avant que les salafistes ne détruisent tout notre patrimoine, ce serait laquelle? Ah, Michel-Ange, le Chapelle Sixtine. Ah ouais? Le doigt, enfin Non, tout l'ensemble de la Chapelle Sixtine. Voilà, D'accord. Tu l'as vu en vrai ou... Non, je l'ai examiné, je suis un fan absolu de Michel-Ange, j'aime beaucoup la Renaissance en art, on va dire. J'aime beaucoup de choses en peinture, mais Michel-Ange, ouais, c'est la toiture. Parce de que Chapelle tu sais Sixtine. qu'un des projets de l'État islamique, c'est de faire tomber Rome, hein. Donc ça voudra dire... ce qu'ils ont fait à Palmyre, le faire Mais à ça Rome. arrive pas. Bah, ton optimisme revigorant, mais... Ouais, je suis un pessimiste radical et je pense qu'ils n'arriveront pas à ça, enfin c'est pas possible, mais voilà. La Chapelle Sixtine. D'accord. Ça ne sera... Parce que, je veux dire, que Dieu protège ce chef-d'œuvre, mais je veux dire, c'est aussi simple que d'y mettre une bombe, hein, pour le détruire. Oui. Bon, que Dieu t'entende. Si tu devais... Alors, en général, je terminais par le mot Europe, mais là, si tu devais résumer en un mot la France, lequel choisirais-tu? Catholicisme. D'accord. Aussi simple que ça. Oui, Toi, c'est ça, l'identité française. On est à la recherche d'identité. Qu'est-ce qu'on est en fin de compte? On est Mais ça veut dire quoi finalement? Avant que la France soit catholique, c'était pas la France alors? Non, mais la France est née là. Ça, c'est l'identité française, c'est le catholicisme. Le baptême de Clovis. Oui, voilà, tout à fait. Moi, je pense ça. Donc Et France je égale pense que quand on catholicisme. veut nous dénaturer, c'est-à-dire on nous rend athées, hédonistes, c'est comme ça qu'on nous perd. Voilà. Celui qui ne croit en rien est prêt à accepter tout. Oui. Donc celui qui ne croit en rien, l'athée, est prêt à accepter tout. Donc les immigrés, l'islam, tout ce que tu veux. Tu sais. Oui. Celui qui est catholique et qui reste dans son identité refuse ça d'office. Un bon chrétien et un véritable islamophobe, par exemple. On terminera sur ces mots. D'ailleurs, oui, il y a cette vidéo de Monseigneur Lefebvre, je crois, qui Ouais, c'est bien. est très connue. C'est un antidote à toute réconciliation. Bah, je pense que c'est le christianisme, c'est un. Oui, c'est ça, un antidote, une protection, quoi. Un bouclier spirituel, en fait. Oui, voilà, tout à fait.
Bah écoute Claude, merci pour ta sympathie et ton intelligence. Oui, merci Daniel. Merci d'avoir fait le déplacement. En fait, c'est faux, on a bu quelques verres ensemble avant et... oui, c'est pas exactement la première fois qu'on se rencontre, mais enfin on se connaît pas énormément quoi. Non. Mais je suis surpris par ton humour, t'as beaucoup d'humour. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une amitié toi et moi. Ah oui, ça me fait plaisir. Très bien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je conclue? Bon, je sais pas, voter Front National. Ah, très bien. Bah écoutez, j'ai rien de mieux à ajouter. Vive vous, vive les tipeurs, vive l'Europe. À très bientôt.